Lors du webinaire, il y a eu des questions d'usurpation d'identité, de messages sur le chat qui apparaissaient comme étant envoyés par quelqu'un d'autre, et donc des gens qui ont vu des messages envoyés en leur nom alors que, ces personnes-là ne les avaient pas envoyés. Si ça arrive à nouveau, ce que je n'espère pas, c'est un bug de la plateforme, Teams. On ne peut malheureusement rien y faire de notre côté. On a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire, mais pour le moment, on n'a rien trouvé. Voilà, donc pas d'inquiétude, ça peut arriver, c'est vraiment pas super. On en est désolé, mais on ne sait pas comment le régler. Et puis un deuxième point, plus technique pour vous dire qu'on vous enverra comme, pour les autres webinaires, d'ici quelques jours, une semaine, un petit moment, les ressources dont on a parlé aujourd'hui. On vous enverra un email avec, voilà, la liste des ressources, les liens vers les sources, et les propositions de ressources pour mener des actions auprès des jeunes dont on va parler aujourd'hui. Donc on ne partagera pas le support de présentation, mais par contre, vous recevrez, bien toutes les ressources et puis vous aurez le replay de ces 2 heures de webinaire donc disponible en ligne sur notre site, juste après, donc vous pourrez toujours, y revenir. Voilà, une fois que j'ai dit toutes ces informations, je pense qu'on peut commencer, entrer dans le vif du sujet, avec une partie vraiment sur la question des définitions et je vais laisser la parole à Eris, et si Eris, tu veux prendre le contrôle du partage du PowerPoint, n'hésite pas à me le dire aussi. Bah, je te remercie Gaëlle. Ouais, c'est peut-être une bonne idée parce que ça va nous éviter de se mélanger les pinceaux, dans le passage des slides. Donc je calibre ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente, de co-animer cette présentation avec Gaëlle, ce premier webinaire. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Hop, donc on va attaquer avec une première partie du coup, pour définir et comprendre les situations LGBTQIA+. Généralement, on a beaucoup de questions concernant le sigle LGBTQIA+. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours plus de lettres qui s'ajoutent. On comprend pas forcément ce que c'est, on comprend pas forcément ce que ça implique derrière. Donc, on va prendre le temps ensemble de décortiquer, une par une, les lettres, de ce sigle-là et savoir en gros, ce que vivent les personnes qui sont derrière ces lettres. On va commencer avec une première notion qu'il va falloir, décortiquer ensemble, la notion de sexe et de biologie. Donc on vous a mis un petit nuage de mots, je vous laisse en prendre connaissance pendant quelques secondes. L'idée, c'est que ce nuage va réapparaître à plusieurs moments dans notre présentation et là, l'idée, c'est que vous, de votre côté, sans forcément le mettre sur le chat, vous essayez de repérer, quels sont les mots qui font référence ici au sexe et à la biologie. Donc, je vous laisse, 10-15 secondes. Vous voyez, il y a plein de mots. On a lesbienne, dead name, trans, hétérosexualité, chromosome, passing, homme, gay, outing. Il y en a plein. On va prendre le temps ensemble, de les définir. Mais l'idée, c'est que vous puissiez voir à peu près, quelles sont vos connaissances déjà à ce sujet-là. Je passe à un petit temps de réponse. Voici les mots qui, dans ce nuage, font référence au sexe et à la biologie. Plus quelques mots qu'on a laissés parce que c'est des notions transversales. En gros, les notions de féminité, de masculinité, le mot femme, le mot homme, et les termes intersexe, dyadique, chromosome, qui sont liés directement aux questions de sexe, de biologie, et notamment quand on aborde ces sujets au prisme des LGBT-phobies. Vous avez les termes outing, queer et allié qu'on a décidé de laisser parce que ce sont des termes transversaux. À les retrouver à plusieurs moments. On prendra le temps de les expliquer après. Mais en gros, voilà les termes auxquels on va s'attaquer dans cette première partie pour définir qu'est-ce que c'est que le sexe biologique, de quoi on parle exactement et avec quoi il ne faudrait pas le confondre. Donc le sexe se rapporte à un ensemble de notions qui sont caractérisées comme biologiques dans notre corps, mais ce sont pas uniquement les choses auxquelles on peut penser, c'est-à-dire, généralement, on va penser aux organes internes et externes. Le sexe biologique, ce sont aussi nos chromosomes, ce sont aussi nos gènes, c'est aussi notre sexe gonadique, c'est-à-dire, quelles vont être les cellules reproductrices que l'on va produire, et ce sont aussi nos taux hormonaux, c'est-à-dire, est-ce qu'on va produire plutôt des œstrogènes, plutôt des androgènes, les 2, la progestérone et cetera. Tout ça, ça évolue par taux, ça évolue par énormément de variations, et au final, on va avoir beaucoup plus de possibilités en termes de sexe biologique, dans la réalité, qu'une possibilité, un schéma très binaire, qu'on a pu nous présenter, actuellement. C'est-à-dire d'un côté, des hommes avec, une, corpulence,
des organes, masculins plus un fort taux, d'androgène et de testostérone, des chromosomes XY et cetera et cetera. Pour les femmes, on a des forts taux d'œstrogène, une corpulence qui va être différente et cetera. Donc ça renvoie à certains stéréotypes qu'on va avoir sur le corps aussi, qui évoluent d'ailleurs au cours du temps et de la construction qu'on va en faire historiquement et socialement. En gros, l'idée, c'est de se dire, en premier lieu, que dans la nature, énormément de variations sur le plan du sexe et de la biologie et qu'on n'est pas dans des schémas binaires et justement, il y a tout un tas de personnes, à peu près 1,7 de la population qui sont caractérisées comme intersexes. Donc intersexe, c'est le I de LGBTQI, hem et une personne intersexe, c'est une personne, qui présente des variations dans sa construction corporelle, chromosomique, génétique, hormonale. Ces variations peuvent se révéler soit très tôt dès l'enfance, soit beaucoup plus tard, notamment au moment de la puberté, hein, aux alentours des 10 ans généralement, on commence à avoir une plus grande proportion, de la population qui découvre des variations intersexes, ces personnes-là ont un fonctionnement corporel qui est tout à fait normal. Malheureusement, elles sont, caractérisées comme marginales, et surtout, on va avoir des interventions médicales sur le corps des personnes intersexes qui vont commencer très tôt pour réassigner leur corps à des idées et des conceptions normatives qu'on se fait du sexe biologique. Donc, par exemple, pour intervenir, pour construire des organes génitaux qui vont ressembler à ce qu'on connaît, alors que pourtant ce n'est pas nécessaire parce que ça ne met pas le bien-être de la personne en danger. Un des gros problèmes là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va intervenir avec des opérations, qui vont être soit hormonales, soit chirurgicales, soit les 2, et qui vont être très lourdes et lourdes en conséquences, notamment après sur la santé des personnes et qu'on va le faire sans forcément avoir le consentement éclairé, de la personne. Bien souvent, ça arrive dès l'enfance, très tôt, donc quand on a moins de 3 ans, c'est impossible de donner son consentement et on le fait du coup pour faire rentrer dans une norme, des enfants et des êtres humains qui en fait n'ont aucun problème à la base. Donc on va essayer d'avancer un petit peu, mais je vous invite, à consulter quand on vous enverra les ressources, la petite brochure, sexe qui est notée juste ici sur le diaporama, et également aller voir toutes les ressources du comité intersexe activiste, qui est, l'association de référence en France et en Europe, qui lutte pour les droits des personnes intersexes et pour faire comprendre un peu mieux ce qui se joue au niveau du sexe et de la biologie. Donc, je vous invite à vraiment y aller et maintenant pour, un peu mieux prendre conscience de ce qui se joue aussi sur le plan plus large pour les personnes intersexes et leur penchant, dyadiques, donc c'est-à-dire des personnes, qui, ne présentent pas forcément de variation intersexes, on va avoir un petit quiz, va peut-être vous permettre, de prendre conscience un peu de certains enjeux. Hem, donc il suffit juste que j'avance. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir répondre dans le chat, 2 questions qu'on va vous poser sur, le sexe et la biologie. Donc en France, il est nécessaire de subir une opération de stérilisation pour changer sa mention de sexe à l'état civil, jusqu'en 2001, 2008, 2016 ou 2021. Je vous laisse répondre dans le chat. À noter qu'ici, on commence à voir un petit peu la confusion qui se crée quand on mélange l'administratif, le biologique, le social, puisqu'on parle de mention de sexe à l'état civil, mais en fait, l'état civil, c'est une référence administrative, c'est pas du tout une référence biologique. Donc déjà là, on voit l'impact que peut avoir le fait de s'emparer socialement d'un contexte et d'un concept naturalisant. Alors, je sais pas, j'arrive pas à voir le chat. Je Alors, vais. il y a beaucoup de réponses 2021, 2016, quelques 2008. J'ai vu Mhm. passer un ou deux 2001. Ok. OK, bon, bah, on a de tout, de l'optimisme, du pessimisme. La bonne réponse, c'était en 2016. Et donc c'est une question qui affecte les personnes intersexes, bien sûr, et également les personnes trans, puisqu'en gros, il s'agissait de faire rentrer en conformité, la biologie des personnes en fonction du genre qui leur a été attribué à la naissance ou du genre, qu'ils et elles souhaitaient se voir réattribuer par la suite. 2e question, combien de fois la France a-t-elle été condamnée par l'ONU à propos des mutilations médicales, pardon, infligées aux enfants intersexes? Jamais, 1 fois, 2 fois ou 3 fois? Je vous laisse répondre dans le chat.
Pardon. Je crois que j'ai un petit peu gâché la surprise. La bonne réponse, c'était 3 fois, à savoir que du coup, la France a été condamnée à 3 reprises par le comité, contre la torture de l'ONU, le comité pour les droits de l'enfant et le comité pour les droits des femmes. Donc on voit notamment dans ces 3 comités, l'importance que prennent, les mutilations médicales infligées aux enfants intersexes. Encore une fois, on le répète, c'est des mutilations qui sont lourdes en conséquences pour la suite. Et également le fait que ça recoupe des thématiques qui vont des droits humains fondamentaux, donc c'est-à-dire, la lutte contre la torture, qui recoupe les droits de l'enfant et qui recoupe aussi la lutte pour l'égalité des genres, donc les droits des femmes, les droits à l'égalité. Voilà. On va passer maintenant à la suite, sur les questions d'identité de genre et d'expression de genre. Alors ce mot genre, j'ai commencé à l'employer déjà tout à l'heure. Vous avez peut-être déjà une petite idée de à quoi ça fait référence. On a vu qu'il y avait des confusions entre le sexe biologique et le genre. Maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez une nouvelle fois dans ce petit nuage de mots, repérer les mots qui font référence à l'identité et l'expression de genre. Encore une fois, on vous laisse regarder. Je me permets d'avancer. Voici les mots qui font référence à l'expression de genre. J'en profite également parce que j'ai oublié de le faire pour les slides précédentes, mais les petits drapeaux que vous voyez en bas, ce sont des drapeaux qui, font, référence et qui représentent symboliquement des parts de la communauté LGBTQIA+. Les drapeaux jaunes avec le cercle violet que vous voyez tout à l'heure, c'était les drapeaux intersexes. Ici, vous avez le drapeau trans en rose, cyan et blanc, le drapeau non binaire en jaune, blanc, violet et noir, le drapeau gender fluid avec des déclinaisons violet, bleu, rose et le drapeau agenre avec, des rayures noires, grises, blanches et vertes. Il y avait beaucoup de drapeaux, mais en tout cas, l'idée, c'est de se rappeler qu'ils sont surtout très esthétiques, très jolis et qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. En tout cas, dans les mots qu'on a retenus, vous avez le terme drague, folle, non-binaire, androgyne, transition, femme, passing, homme, mégenré, queer, gender fluid, butch, femme. C'est un tas de mots qui font référence à des réalités qui sont extrêmement complexes. On va prendre le temps de les aborder rapidement. Sachez que si on a le temps, on va garder aussi un temps de questions-réponses pour la fin. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes frustré ou vous n'avez pas encore suffisamment d'informations, n'hésitez pas à soit nous écrire pendant le webinaire, soit nous écrire après. On sera tout à fait disponible, Gaël et moi, pour répondre à vos questions. Donc qu'est-ce que c'est déjà que l'identité de genre? L'identité de genre, ça se rapporte à notre ressenti par rapport à notre genre. Et il y a énormément de possibilités. En gros, l'identité de genre, c'est comment on se perçoit, comment on se représente, et comment on se vit en fait dans notre genre, donc plutôt masculin, plutôt féminin. C'est une conception qui va être psychologique, qui va être personnelle, qui va être intime et qui n'est pas forcément reflétée par ce qu'on va appeler notre expression de genre, c'est-à-dire la manière dont on va, mettre en avant, par nos vêtements, par nos comportements et cetera, notre genre. Donc voilà. Être cisgenre ou cis, fait référence au fait qu'on a une identité de genre qui est la même que le sexe qui nous a été assigné à la naissance. Donc par exemple, à la naissance, on va regarder entre les jambes de quelqu'un, on dit: «Bon, bah, voilà, ici, c'est plutôt une fille, ici, c'est plutôt un garçon». Si on est sur une personne intersexe, on va le faire rentrer dans une case ou dans une autre. Une personne trans, c'est une personne qui va dire: «Écoutez, moi, la décision qu'on a prise pour moi à la naissance, c'est une décision qui ne me convient pas. Au final, je préfère vivre, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne non binaire, en tant que personne à genre et cetera, parce que c'est mon ressenti intime de comment moi je me perçois par rapport au monde, par rapport aux représentations auxquelles j'ai accès et par rapport aux rôles sociaux qui vont dépendre, des identités de genre qui nous sont proposées». Donc il faut garder à l'esprit que l'identité de genre, c'est lié, du coup, à des constructions qui sont encore une fois historiques, sociales. On n'a pas la même vision, d'être, un homme ou d'être une femme, en 1950, en France ou en, 1800, en Amérique du Sud ou aujourd'hui, en Asie. Voilà. Il y a des variations qui sont sociales, qui sont historiques et à chaque fois, la manière dont nous, on se perçoit, on la construit en reflet avec ce qui se passe dans notre société. Donc il y a énormément de possibilités. Le but, c'est de respecter un principe fondamental dont on reparlera après, le principe d'autodétermination, la manière dont se sent une personne, on n'a pas à la remettre en question. Voilà.
Pour ce qui est de l'expression de genre, là, on parle du coup de toutes les façons dont on va rendre visible notre genre, c'est-à-dire la tenue, les cheveux, le maquillage, la façon de se déplacer, la façon de parler. On va identifier au final énormément de choses plutôt à un genre masculin ou plutôt à un genre féminin, mais on a aussi tout un panel entre les 2. C'est des notions qui sont pas binaires, qui peuvent se mélanger. On peut avoir des choses qui se situent en dehors du genre masculin ou féminin et ça correspond du coup à tout un panel, des mots qui ont été dans le match de mots précédemment. Donc on voit par exemple ces mots butch ou femme qui sont des mots qui vont être utilisés pour caractériser l'expression de genre généralement de femmes ou de personnes trans en les situant plutôt sur un prisme de masculinité et de féminité. Le terme femme, c'est un terme qui a été réapproprié également plutôt par la communauté des hommes gays, et aussi de certaines personnes trans pour, jouer sur ce stéréotype en fait, d'une féminité dégradante et de leur retourner le stigmate pour en faire une force. On a énormément d'expressions de genre, qui varient encore une fois historiquement, socialement avec une liberté relative. On va pouvoir, l'aborder dans le petit quiz qui va suivre, quand on parle de la pratique du drag, c'est une performance, c'est une pratique artistique qui consiste à jouer avec le genre en faisant des caisses généralement, pour, pouvoir, démontrer l'absurdité des normes de genre très binaires, et en profiter du coup pour, faire, un spectacle artistique, hein. Faut bien comprendre que la pratique du drag, c'est donc une pratique, ce n'est pas une identité, de genre, ce n'est pas voilà, on n'est pas drag queen, dans notre identité. On pratique l'art du drag et ça peut être drag queen, drag king ou drag non binaire. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller au maximum, d'un stéréotype ou d'une représentation d'une expression de genre, exagérée, pour justement en démontrer soit l'absurdité, soit au contraire, le fait que, bah, ça peut aussi être super d'aller jusqu'au bout d'une expression féminine, masculine et cetera. Mais en tout cas, c'est un jeu, et il faut aussi, apprendre à le respecter en tant que tel parce qu'il y a des personnes qui pratiquent le drag et qui vont être, transgenres d'un côté ou qui vont être, cisgenres, hétérosexuels, homosexuels et cetera. Donc on verra plus tard que ce sont des termes qu'il faut bien penser à différencier. Petit quiz, donc il n'y a pas si longtemps, en France, la loi sur le travestissement des femmes leur interdisant notamment de porter un pantalon a été abrogée en 1870, 1949, 1982 ou 2013. Je vous laisse répondre dans le chat. On va se laisser 30 secondes. Et Gaëlle, si tu peux me dire les réponses, parce qu'encore une fois, je ne les vois pas. Oui, alors on a beaucoup, beaucoup de 2013, on a un 1982, et sinon un 1949, Ok. également. OK et bien, pour le coup, on a un public qui est assez informé, je pense, puisque, la loi a bien été abrogée en 2013. Même si, donc cette loi n'était plus appliquée depuis bien longtemps, c'est une espèce d'absurdité historique et légale, qui nous fait bien nous rendre compte, que, la manière dont on va exprimer son genre, ça évolue socialement et juridiquement. Hem, Ce sont des choses qui sont très liées, c'est des changements qui vont être politiques et en fait, certains interdits d'il y a des années, progressivement ne sont plus, adoptés, ne sont plus considérés comme légitimes par la société. Il y a un portage politique qui se fait également à ce niveau-là pour faire évoluer les choses dans la loi et dans les mentalités collectives et donc en 2013, on a eu cette abrogation sur la loi, mais il y a d'une centaine d'années, ce n'était toujours pas socialement acceptable pour une femme de porter son pantalon ou même de montrer sa cheville. Donc on se rend bien compte que, les inégalités qui vont avoir lieu, sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le plan du sexisme, elles sont aussi liées à des inégalités qui ont touché les personnes LGBTQIA+, puisque, c'est toujours revenir à la manière dont on va policer, dont on va restreindre des personnes dans leur expression, dans leur manière d'être, dans leur manière d'exister, pour convenir à certaines normes qui sont décidées de manière externe, en fait, qui ne correspondent pas à des choix personnels. La transidentité sort des maladies mentales, de la liste de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1992, en 2009, en 2015 ou en 2019. Je vous laisse répondre dans le chat.
Alors pour le moment, ça oscille entre 2015 et 2019, avec Mmh. quelques optimistes qui s'assument pour 92 ou qui s'assument pas et qui disent point d'interrogation peut-être. Mais sinon beaucoup 2015 et 2019. OK. Eh bien, pour le coup, c'est effectivement en 2019. On peut noter que la France, à cet égard, a été un peu plus progressiste, à ce sujet puisque la transidentité sort de la liste des maladies mentales en France en 2010, donc 9 ans avant l'OMS. Ceci dit, ce sont des avancées qui sont quand même très récentes et qui explique pourquoi c'est encore très difficile aujourd'hui, de faire accepter à son cercle proche ou, plus globalement dans la société, le fait qu'on est une personne trans, que la transidentité est un terme qui est encore mal compris. On y reviendra après, on parle encore beaucoup de transsexualisme, de travestissement, des termes qui sont plutôt à éviter. De comprendre aussi qu'il y a énormément de personnes trans qui peut-être ne vivent pas, leur identité trans, de manière, publique, ou seulement auprès de certaines personnes, puisque on garde encore un stigmate social qui est très important, pour, la transidentité. Donc voilà, on a des explications aussi qui font qu'on a plutôt des bases qui tendent à évoluer, qui tendent vers du positif, vers plus d'acceptation, vers plus de normalisation. Ceci dit, il y a encore un gros chemin à faire et les avancées sont très, très récentes, ce qui explique du coup, pourquoi il y a énormément de choses qui sont encore peu connues sur les identités LGBTQIA+, et notamment là on parle du T, mais également de manière plus générale, sur ces les questions de genre, les questions, de sexe, de biologie, et on va y venir du coup et je vais laisser la parole à Gaëlle, les questions d'orientation sexuelle et romantique. Merci beaucoup. Alors on revient à ce petit nuage de mots. Donc au début, on est parti, hein, de l'acronyme LGBTQIA+. Alors je veux bien que tu continues à partager, Iris, si ça t'embête pas. Ah OK, pas de souci. Excuse-moi. Donc on était parti de notre acronyme, LGBTQIA+. On a vu déjà, un peu les termes qui se rapportaient à la lettre T, donc T pour trans, les personnes trans, au I pour les personnes intersexes, en opposition aux personnes diadiques. Là, ici, sur ce nuage de mots, est-ce que vous voyez des mots qui, selon vous, font référence à orientation sexuelle ou orientation romantique? Voilà. C'est peut-être des mots qu'on a plus l'habitude de voir ou d'employer, pour le coup. Donc je vous laisse quelques secondes, peut-être si vous voulez mettre dans le chat, mais sinon pas obligé, pour réfléchir en regardant à nouveau ces mots. Effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un qui répond. On peut montrer peut-être les mots qui sont proposés: gay, hétéro, homo, lesbienne, asexualité, bi, aromantique, effectivement. Donc il y a plein de mots, voilà, on les voit ici, hein, qui sont là: lesbienne, aromantique, pan, gay, asexuel, homosexualité, hétérosexualité, bi. Et puis certains mots que vous commencez à voir qui restent là, on y reviendra à la fin: outing, queer, allié. On reviendra sur ces mots qui concernent plusieurs catégories, comme vous avez pu le voir. À nouveau ici, les drapeaux en bas, je vous laisserai aller les voir et les chercher aussi sur Google pour tous les retrouver. Et c'est chouette les drapeaux parce qu'aussi les élèves aiment bien les drapeaux. Souvent, voilà, les jeunes, ça les interpelle. Ils trouvent ça cool d'avoir un drapeau qui les concerne ou de découvrir les drapeaux différents. Donc ça peut être aussi une chouette façon d'aborder ce sujet avec les jeunes. Pour revenir un peu donc à la définition, voilà, nous ce qu'on vous propose, hein, l'orientation sexuelle, amoureuse ou sentimentale, c'est une façon de définir les personnes pour qui on éprouve des sentiments, de l'amour, du désir, sachant qu'on peut en ressentir ou ne pas en ressentir. Ça, c'est important de l'avoir en tête, et donc on met d'un côté le fait de ressentir ce type de désir, ce type de sentiment. Et dans ce cas-là, on peut être hétéro, c'est-à-dire être attiré, ressentir du désir, des sentiments, de l'amour vers des personnes du genre opposé au nôtre, hein, donc un homme pour une femme ou une femme envers un homme, par exemple. Et on peut après, par ailleurs, être homo, bi, pan, lesbienne, gay. C'est plein d'autres mots, hein. Globalement, lesbienne serait une femme avec une autre femme, gay, un homme envers un autre homme.
homo qui englobe ces 2-là et puis bi et pan, des mots qui sont utilisés par les personnes qui se définissent par ces mots de façon parfois un petit peu différente, hein, pour, signifier que leur attirance, n'est pas uniquement, envers un seul genre, ou est reliée ou peut être, envers plusieurs genres. Voilà, ce sont des mots, ici souvent on nous pose la question, hein, quelle est la différence, précise, très spécifique entre bi et pan? Moi je pense que la différence appartient aux personnes qui utilisent ces mots. On va revenir plus tard, hein, sur le principe de l'autodétermination et de l'importance de respecter, les choix des mots des personnes. Donc je me dis que, voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir, une différence très précise entre bi et pan. Les personnes qui choisissent ces mots les choisiront pour la raison qui leur appartient. Mais en gros, bi et pan, ça veut dire, d'être attiré pas uniquement par les hommes ou pas uniquement par les femmes. D'un autre côté, on peut aussi, ne pas ressentir, de sentiments amoureux ou de désir d'attirance sexuelle et dans ce cas-là, on peut se définir comme étant aromantique ou asexuel. Donc, voilà, c'est l'autre penchant. Heu c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Pendant très longtemps, on n'en entendait pas trop parler et c'était des choses qui étaient plutôt, mal vues encore une fois, hein, qui laissaient plutôt à la marge. Mais on l'entend de plus en plus et parmi les jeunes notamment, ça peut être des termes qui peuvent être, qui vont être utilisés, voilà pour se définir, pour mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et puis ici, la petite image, j'ai vu que quelqu'un l'avait repérée, hein, c'est un petit roman graphique, vraiment très mignon, sur le passage de l'enfance à l'adolescence, en fait, et qui passe aussi, pour cette jeune personne par la découverte de sentiments amoureux, et ce qui la surprend, pas forcément vers, le type de personne, vers qui elle s'attendait. Donc voilà pour ce sujet de l'orientation sexuelle et romantique. On vous propose aussi, encore une fois, quelques questions. Hem, donc des questions encore une fois pour, remettre un peu d'histoire sur les droits. La première, une question historique, hein, celle-ci on en entend parler parfois, hein, sur la dépénalisation des relations homosexuelles en France. Donc à votre avis, en quelle date? Entre 1791, 1942, 1882 ou 1999? Alors je vois un petit peu des dates, 82, bon voilà, il y en a qui sont bien informés, déjà. Effectivement, 1982 sous Mitterrand. Hem, c'est super intéressant et on pourrait en parler pendant super longtemps, hein, de regarder l'histoire des droits des personnes LGBT, de voir, la façon dont ces droits n'ont pas été linéaires, hein, que, les relations homosexuelles n'ont pas toujours été, encadrées par la loi, comme plein d'autres choses, hein. Par exemple, la PMA pour, les femmes seules, par exemple, n'a pas toujours été encadrée par la loi, a été interdit puis réautorisé. Hem et c'est intéressant de voir aussi à quoi étaient utilisées ces lois. Donc là, les lois qui restaient jusqu'en 82, c'était une différence, sur les questions d'atteinte à la pudeur entre majeurs et mineurs, où il y avait un traitement différencié entre les relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles. Et donc c'est ça qui a été, supprimé en 1982, mais ces lois étaient aussi utilisées pour faire peur, et pour, voilà, pouvoir, aussi exercer une pression, sur la communauté LGBT. Donc voilà, c'est intéressant aussi de s'y pencher, de ce que disaient les lois et comment elles étaient appliquées, pourquoi et quelles conséquences elles avaient socialement. Une deuxième question qu'on vous propose sur la question des thérapies de conversion. Thérapie de conversion aussi, c'est un vaste sujet, hein, l'idée derrière une thérapie de conversion, c'est de se dire qu'on pourrait faire changer, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, par une thérapie de conversion, hein, qui peut prendre différentes formes. Et la question donc est de savoir en France, en quelle année les thérapies de conversion ont été interdites. Donc on vous propose en 2001, 2009, 2017 ou 2022. Et là aussi, je vois encore de l'optimisme avec un 2009, et sinon plutôt 2017 ou 2022. Hem, effectivement, la réponse, ici, c'est 2022. Donc c'est vraiment très, très proche de nous, hein. C'est une loi dont on a entendu parler l'an dernier, qui a tout juste été votée, pour interdire les thérapies de conversion. Donc on voit aussi à quel point, bah, voilà, tout ça et encore certaines choses sont encore très récentes, et que, et on va le voir, hein, il y a des points de droit sur la lutte contre les discriminations, la prévention des violences, qui sont encore en train d'être construites et notamment, sur ces questions-là très spécifiques qui touchent les personnes LGBT. Donc 2022 pour l'interdiction des thérapies de conversion en France. Hem, Alors, vas-y.
Pour résumer, on vous a mis ce petit schéma, qui est, le schéma de la licorne du genre. Donc il peut y avoir plusieurs formes, hein, de représentation, mais celui-ci on le trouve assez synthétique, donc on a préféré vous le mettre. En gros, vous voyez plusieurs curseurs qui différencient bien identité de genre, expression de genre, sexe assigné à la naissance, même si là, le fait d'avoir seulement 3 catégories, ça peut poser question. On pourrait aussi imaginer des gradients. Attirance sexuelle, attirance sentimentale et émotionnelle. C'est intéressant aussi, de différencier les 2 et à chaque fois de dire qu'on peut bouger pour chaque curseur, un curseur, plutôt sur la féminité, un curseur sur la masculinité, un curseur autre, de laisser tous les curseurs à zéro, hein. Par exemple, pour une personne asexuelle, bah, de ne bouger aucun curseur et de les laisser à zéro. On parle aussi des personnes demisexuelles, grésexuelles, demi-romantiques et cetera. Donc là, on a des curseurs qui sont, par exemple, faibles mais qui sont quand même un peu présents dans certaines situations. Voilà, quand, il y a déjà un contexte d'intimité qui s'est créé avec une personne, là, peut-être que la personne peut ressentir du désir sexuel ou, quand il y a déjà eu, une relation d'amitié établie, là, peut-être qu'on peut développer des sentiments romantiques et cetera. Tout dépend en gros de chaque personne. L'idée, c'est de pouvoir donner ce schéma à plusieurs personnes. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire, pour des élèves et cetera. Mais en gros, de permettre à chacun, chacune de se situer et de comprendre que, par exemple, bah, oui, bah, peut-être que, je me sens complètement femme, mais qu'en fait, je vais avoir une expression et une présentation de mon genre qui va être un peu féminine et à d'autres moments un peu masculine, voilà, mon attirance sexuelle, c'est peut-être pas si clair et que mon attirance émotionnelle, bah, au final, voilà, moi je suis attiré, que par des hommes ou par d'autres genres aussi. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que chaque personne va avoir sa propre construction et qu'on a un assez large panel, de personnes qui vont pas rentrer dans un schéma, encore une fois, très binaire, qui correspond plus, aux représentations qu'on nous a «vendues» entre guillemets pendant très longtemps. Vous avez aussi une version interactive que vous pourrez retrouver dans les liens, qu'on vous enverra à la fin du webinaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à de même construire, vos propres représentations pour différencier identité de genre, expression de genre, attirance sexuelle et romantique, sachant que tous ces facteurs interagissent entre eux, qui sont liés, qu'il y a de la fluidité, c'est-à-dire que ça change tout au long de la vie et qu'il faut, laisser la liberté aux personnes de se définir peut-être d'une certaine façon à un moment de leur vie, d'une autre façon à un autre moment et que dans tous les cas, en fait, la manière dont une personne se sent est légitime et on n'a pas forcément à forcer des schémas tout faits, sur, des personnes à qui ça ne convient pas puisque l'idée, c'est que chaque personne puisse vivre, son intimité, puisque là, c'est quand même, essentiellement des choses intimes, hein, que ce soit l'identité de genre, l'attirance sexuelle ou romantique, en toute liberté et en toute égalité, un terme qui est aussi important pour qu'on ne traite pas différemment des personnes qui vont avoir une identité de genre ou une attirance sexuelle différente de la norme ou de la majorité. Un petit vocabulaire transversal, on vous avait promis qu'on y reviendrait. Les termes queer, c'est un terme qui est également une ancienne insulte qui a fait l'objet d'un retournement du stigmate par la communauté LGBTQIA+. L'idée, c'est que ça veut dire étrange, bizarre en anglais, que c'était une insulte, pour les personnes queer, donc pour les personnes LGBTQIA+. C'est l'idée de ne pas être en conformité avec une norme binaire cisgenre hétérosexuelle et en gros, les personnes ont décidé de retourner le stigmate, d'en faire une force et de dire: «On est peut-être étrange, mais au final, on le vit très bien et si ça vous pose problème, bah, peut-être que c'est vous qui devez vous remettre en question». Le terme coming out, encore une fois, un terme qui nous vient du monde anglophone, on parle de sortir du placard en français. C'est parler, de sa transidentité, de sa non-hétérosexualité, du fait qu'on est une personne intersexe, en tout cas de révéler le fait qu'on ne fait pas forcément partie de la norme dont on parlait juste avant. Ce n'est pas un passage obligatoire, on n'est pas et attention à ne pas le confondre avec l'outing, un terme qui désigne le fait qu'on on expose en fait une personne, publiquement ou, dans des relations privées. On va révéler le fait que cette personne est LGBTQIA+ sans son consentement. Et donc ça, c'est une forme de violence qui est d'ailleurs punie par la loi. Dans tous les cas, voilà, l'idée de coming out, c'est l'idée qu'on va repositionner nos relations sociales puisqu'on se repositionne nous-mêmes, l'image qu'on va renvoyer, pour dire: «Bon, bah, voilà, en fait,
Là, la manière dont je suis, ça ne me convient pas, je voudrais te parler de cela et je voudrais, que, désormais on s'adresse à moi de telle manière ou, qu'on ne me considère plus dans tel type de relation. Voilà. Quand on parle du fait d'être un ou une allié, ce sont des choses qui s'apprennent, et c'est en gros être en soutien, pour des personnes de la communauté LGBTQIA+ ou d'autres communautés stigmatisées et minorisées. Être allié, ça s'apprend. L'idée, c'est d'écouter, d'admettre qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas puisqu'on ne va pas avoir la même expérience qu'une personne. Du coup, on va poser des questions, on va accepter de ne pas tout comprendre et on va laisser, la priorité à la parole des personnes concernées, pour pouvoir justement apprendre, évoluer et pouvoir se placer en soutien. Savoir écouter justement les besoins des personnes, pour ramener ça au milieu scolaire dont on va parler un peu plus, en aval. C'est par exemple laisser, à un ou une élève LGBTQIA+, le temps de se questionner, tout en lui offrant un espace safe justement, où il n'y a pas de violence, où, c'est possible, de justement prendre ce temps de se questionner, de prendre le temps de s'affirmer d'une manière ou d'une autre. C'est, justement le ou la protéger, c'est, lui permettre de recevoir de la validation aussi parce que c'est important, de dire: «Bah, voilà, ce que tu ressens, c'est légitime, tu as le droit de te sentir comme ça». De lui procurer des ressources, de représentation plus diverses et plus inclusives. Voilà, tout ça, ce sont des bons gestes pour être un ou une alliée. Là, en l'occurrence pour, la question des LGBTQIA phobie, mais ça s'applique encore une fois à tout un tas de rapports sociaux, hein, notamment, le rapport cis-hétérosexiste, dont on va parler encore un peu plus en amont et qui fait référence à l'égalité femmes-hommes. Donc attention à nos formulations, toujours sur des questions de vocabulaire, pour les personnes trans, on n'utilise plus le mot transsexuel, qui est un terme, très biologisant, qui a été beaucoup utilisé pour par le corps médical, pardon, pour faire une différence entre, des vraies personnes transgenres et des personnes transgenres qui n'allaient pas jusqu'au bout d'un certain type d'opération et qui du coup n'étaient pas forcément, vraiment transsexuels. C'est un terme qui a aussi été majoritairement utilisé pour stigmatiser les personnes transgenres. Donc, on essaie de le laisser derrière nous, même s'il y a certaines personnes trans qui vont décider de se définir comme transsexuels, c'est plutôt des choses qui leur appartiennent. Encore une fois, le principe d'autodétermination va primer sur tout le reste. Mais en tout cas, quand on n'est pas concerné par des questions de transidentité, mieux vaut éviter d'utiliser ce terme transsexuel qui peut être blessant, et stigmatisant et en plus, du coup, créer une confusion entre le genre et le sexe biologique. On n'utilise pas forcément non plus «né dans le mauvais corps», hein, parce que c'est pas le corps qui est mauvais, c'est, l'assignation qu'on en a fait, c'est les projections, qu'on a eues sur un corps. On n'utilise pas le terme transformation, puisque au final, l'idée c'est pas de se métamorphoser, comme, dans certains, films ou dans certaines fictions. L'idée c'est simplement de transitionner progressivement d'un genre de départ à un genre de destination, quel qu'il soit. Et cette transition, peut prendre des rythmes différents, peut s'arrêter, elle n'est pas linéaire. Hem, pour les personnes intersexes, on ne dit pas forcément hermaphrodite, parce qu'en fait, c'est un terme qui ne fait pas du tout référence à la réalité, qui est encore une fois stigmatisant, qui a été utilisé notamment pour fétichiser, les personnes intersexes, et les déshumaniser. Donc, ce terme-là, de la même manière que le terme transsexuel, il y a certaines personnes intersexes qui se le réapproprient, mais en tout cas, quand on n'est pas concerné, quand on est une personne dyadique, le mieux, c'est de ne pas du tout l'utiliser parce qu'en plus, ça renvoie à un imaginaire, notamment l'imaginaire d'autres variations qu'on va pouvoir trouver dans la nature chez certains animaux, comme par exemple les escargots, qui ne correspondent pas du tout, à la réalité des personnes intersexes, chez les humains. On n'utilise pas non plus le terme ni homme ni femme parce que comme on l'a vu tout à l'heure, une personne intersexe, donc ça fait référence à, son sexe biologique, ça ne fait pas forcément référence à son genre. On peut avoir une personne qui se définit comme un homme ou comme une femme et qui est intersexe. Donc l'idée, c'est encore une fois de laisser primer la définition de la personne, peu importe en gros, son assignation biologique. L'idée également, c'est d'éviter des questions intimes qui soient déplacées. Il y a bien sûr des manières d'interroger une personne, pour comprendre,
voilà, comment est-ce qu'on doit s'adresser à elle ou à lui, ou qu'est-ce qui est préféré et cetera, mais de ne pas se montrer trop insistant. Par exemple, à la place de demander, madame ou monsieur, on peut demander, bah, voilà: «Quels sont les pronoms que vous utilisez? Est-ce que vous préférez elle? Est-ce que vous préférez il? Est-ce que vous préférez autre chose?» Après l'idée, c'est de le faire si la situation est adéquate, c'est-à-dire de ne pas, sortir cette question, parce qu'on a très, très envie de la poser sur le moment, au risque de mettre la personne mal à l'aise. L'idée, c'est de faire primer le besoin et les besoins, des personnes, concernées, et donc de ne pas assumer certaines choses et de ne pas non plus, en faire un spectacle, c'est-à-dire d'en faire une forme d'outing. Par exemple, de poser une question en public, à une personne sur ses pronoms parce qu'on n'est pas tout à fait sûr. Mais en fait, ça va peut-être exposer la personne, et la forcer à s'outer en tant que personne trans, ou en tant que, personne, intersexe, ou en tant que personne, homosexuelle, bisexuelle, enfin, en tout cas, en tant que personne queer. Voilà, alors qu'elle n'est pas à l'aise et qu'elle n'avait pas choisi de le faire. On évite également de parler de maladies ou de problèmes. Ce qui est important de rappeler, c'est que quand on parle des situations LGBTQIA+, il n'est pas question de maladie. Ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui sont un problème ou qui ont un problème. Le problème, c'est la discrimination, c'est, l'homophobie, la transphobie, l'intersexophobie. Le problème, c'est la manière dont une société n'est pas capable, d'être suffisamment inclusive, pour permettre à chaque personne qui vit à l'intérieur de vivre librement et dans l'égalité. Voilà, donc c'est toujours important de le rappeler. Hem, pour lutter contre les assignations normatives, on aime bien vous renvoyer vers, Gabrielle Richard, qui est une sociologue avec qui on a pas mal travaillé et qui a fait, notamment plusieurs, livres dont on vous recommande fortement la lecture. Vous les avez sur la droite, vous avez «Hétéro l'école», un plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, et vous avez également son dernier livre «Faire famille autrement». Hem, vous verrez que sur la liste des ressources, on vous enverra également le lien vers une de ces conférences, dans laquelle vous verrez apparaître ce petit schéma, un schéma qui résume plutôt bien, la manière dont chaque individu est assigné et orienté, tout au long de sa vie vers un certain type de parcours normatif. Donc à la naissance, on lui assigne un sexe, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, et notamment avec des réassignations forcées médicales pour les enfants intersexes. Donc on assigne le sexe soit fille, soit garçon. De ce sexe découle, tout un tas de projections au niveau du genre. Donc on va, déterminer que, un enfant dont, le sexe correspond à celui d'une fille, que c'est une fille, que, c'est ce ça elle va devenir une femme, qu'elle va s'exprimer, de manière féminine, et qu'elle va, du coup, aller vers, des domaines plutôt féminins, qu'elle va se comporter de manière plutôt féminine, qu'elle va avoir des centres d'intérêt féminins, et cetera. À chaque fois qu'on sort de ces catégories, bien sûr, on a un phénomène de rappel à l'ordre, on a un phénomène de marginalisation, et on peut subir de la violence et potentiellement une réassignation à un parcours normatif. Ensuite, on a la question de l'orientation sexuelle et affective et romantique, où là, on nous incite plutôt à aller vers des relations hétérosexuelles, exclusives, monogames, et tout au bout à la conjugalité, la parentalité. Donc c'est-à-dire que même une personne qui va être sadique, cisgenre, hétérosexuelle, on va aussi l'encourager à rentrer dans un certain type de schéma, c'est-à-dire le schéma d'une famille nucléaire avec des enfants, et cetera. Et si on veut pas d'enfants, et notamment quand on est une femme, il faut généralement le justifier beaucoup plus, et devoir, apporter des preuves de pourquoi, et vivre aussi potentiellement, une certaine forme de jugement ou de marginalisation dans la société. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, quand on parle des situations LGBTQIA+, on parle de phénomènes de, normalisation et de normativité qui touchent toute la société, y compris les personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBTQIA+. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de retenir qu'en fait, la manière dont on va parler du genre, la manière dont on va comprendre le genre, la sexualité, et le sexe biologique, ce sont des choses qui impactent tout le monde, tous les individus, puisque ce sont des schémas, heu heu, qu'on va nourrir, et qu'on va, entretenir tout au long de notre vie, de manière collective, et qui, en gros, vont affecter, l'intégralité de la société.
Pour résumer, cette partie, d'introduction, quand même assez fournie, sur, les notions, LGBTQIA+, on a 4 principes qu'on aimerait que vous reteniez s'il faut retenir une information de cette civilisation, c'est celle-ci. Le principe de non-binarité, que ce soit au niveau de la biologie, des différentes identifications, de l'expression du genre, des sexualités, on n'est pas si binaire que l'on croit. Au final, il y a des possibilités qui sont multiples d'identification, ou de pratique, hein, de vivre, sa vie, indépendamment de comment on s'identifie, de comment les autres, vont, projeter certaines identifications sur nous-mêmes. Le principe de fluidité et de changement, toutes ces notions qu'on a abordées, ce sont des choses qui peuvent changer au cours de la vie, hein, ne serait-ce que, encore une fois, pour, parler de quelque chose qui affecte tout le monde, le sexe biologique évolue notamment, au moment de la puberté, lors de la phase de ménopause, dans la vieillesse, dans le grand âge, tout au long de la vie, on a des taux hormonaux qui fluctuent, et tout ça, ce sont des choses qui vont évoluer. Ça peut évoluer aussi avec, certaines conditions médicales. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que, tout est soumis, au changement, y compris des choses qu'on pense, très naturelles de manière peut-être un peu essentialisante. Par contre, le fait de se dire que tout peut changer, ça ne veut pas dire que, par exemple, quand on a un ou une jeune qui vient nous faire un coming out sur sa sexualité, il faut lui dire qu'il s'agit seulement d'une phase, que ça va changer ou qu'on peut activement agir pour changer cela, par exemple, à travers des thérapies de conversion. L'idée, c'est de respecter le fonctionnement de la personne, respecter ses choix, de respecter le principe, on y arrive, d'autodétermination. Même si on ne comprend pas le choix des mots que la personne va utiliser, il est important, il faut le respecter et dans tous les cas, en gros, quand une personne vient vous voir pour vous parler d'elle-même, l'idée c'est que son expérience d'elle-même ou de lui-même, prime sur votre perception ou sur la perception de quelqu'un d'autre de comment il ou elle est. Enfin, un dernier point commun entre toutes les personnes LGBTQIA+, entre toutes les personnes queer, là, ce terme a toute son importance, notamment parce qu'il fait référence, du coup, à cette transgression des normes associées aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes. L'idée, c'est justement que quand on va au-delà de cette binarité, qu'on change et ou qu'on sort des assignations normatives qui, nous ont été données, à la naissance et tout au long de la vie, on se retrouve marginalisé avec des phénomènes de violence, de stéréotypes et donc c'est une forme de minorisation qui vient créer du lien entre toutes les personnes LGBTQIA+, mais aussi avec les luttes féministes et les luttes pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Yael, je vais te Hem, laisser la parole. oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est une introduction assez dense, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. S'il y a vraiment une chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'Iris vient de partager avec le dernier visuel, hein, et c'est aussi ça, pour nous évidemment, hein, on parle de ça d'ailleurs, à notre précédent webinaire sur les questions de cybersexisme, on parlait aussi de cette question de dire: «On ne peut pas être des experts, expertes de tous les sujets». Et voilà, ouais, c'est bien normal, hein, l'idée, c'est d'avoir une posture qui soit adaptée et donc de pouvoir d'être en mesure de dire aux élèves: «Oh, voilà, je ne connais pas du tout ces sujets, de quoi as-tu besoin? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce que je peux faire pour bien faire? J'ai fait une erreur, comment est-ce que je peux mieux faire?» Et donc de respecter, hein, ces grandes idées, de cette non-binarité, du fait que ça peut changer, de respecter l'autodétermination, même si on comprend pas. Il y a des réalités qu'on comprendra, jamais vraiment complètement, hein, parce qu'on ne les vit pas, parce qu'on ne peut pas les imaginer. Mais de se dire: «Même si je comprends pas, c'est important pour cette personne, c'est important pour, ce jeune, cette jeune et donc voilà, pour cette raison-là, je le prends en compte et ma posture, c'est de lui faire comprendre, que c'est aussi important pour moi, puisque, c'est important, de son côté». On voulait faire un petit point, hein, parce que c'est aussi beaucoup ce dont on parle, hein, sur la question des violences sexistes et LGBTQIA-phobes. Alors on a beaucoup parlé, des violences sexistes et sexuelles, lors de notre, webinaire, pas celui juste avant, mais celui du mois de janvier. Là, l'idée, c'est de faire un focus un petit peu plus spécifique sur les violences LGBTQIA-phobes, puisque et là, c'est ce que vous allez découvrir, hein, il y a encore de nombreuses violences, à l'encontre des personnes LGBTQIA+. Et on vous propose, quelques chiffres et quelques sources, donc sur le slide suivant, juste pour vous voilà, pour donner un petit peu de contexte, sur la question de ces violences.
Hem Des chiffres qui sont récents, hein, il y a pas énormément de données, mais on commence quand même à avoir, des sondages, des études qui sont menées, et qui sont en fait, pas super, encourageantes, hein. Évidemment, on entend de plus en plus parler, de ces questions. Les personnes LGBTQIA+ sont de moins en moins invisibles dans notre société, mais en 2019, donc c'est un sondage, de l'IFOP, 71 des Français et Françaises qui avaient été sondés partageaient au moins une affirmation LGBTQIA-phobe. Il y avait des affirmations, hein, de tout acabit, les personnes homosexuelles ne devraient pas travailler avec les enfants, je suis mal à l'aise quand, des personnes LGBT, se tiennent la main dans la rue, voilà, plein de choses comme ça et 71 des Français et Françaises sondés avaient répondu oui à au moins une, de ces affirmations. Donc on voit comment en fait, voilà, les stéréotypes, le rejet sont encore très ancrés, dans la population. On le voit aussi par les chiffres qui nous remontent des services de police et de gendarmerie, hein, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'actes anti-LGBTQIA+, qui sont enregistrés par les services de police et de gendarmerie. On l'a vu, hein, pour les violences sexistes et sexuelles, ce sont des chiffres qui sont toujours extrêmement sous-déclarés. Et puis là-dessus, voilà, également, hein, sur les violences qui visent les personnes LGBTQIA+, ces chiffres augmentent probablement aussi parce que les personnes euh, font de plus en plus la démarche d'aller au commissariat, dans une brigade de gendarmerie, connaissent de plus en plus leurs droits. Peut-être aussi que les commissariats, les brigades acceptent de plus en plus de plaintes, hein. Sachant, petite parenthèse, on le dit, mais on ne le dit jamais trop, le dépôt de plainte est un droit, il ne peut pas être refusé. Et puis, on constate aussi que voilà, ça se prolonge aussi au travail. Et là, on commence à avoir des études intéressantes. Et on voit qu'une personne LGBTQIA+ sur 3 déclare avoir vécu une agression LGBTQIA-phobe au travail. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants. Et ce qui est aussi intéressant, et là, c'est dans une étude par l'IFOP, que les personnes LGBT qui se déclarent LGBTQIA+, perçoivent et constatent beaucoup plus de violences envers les personnes LGBT que les personnes qui ne le sont pas. Donc il y a aussi une question de détection de ces violences et du fait qu'il y a plein de choses qui nous passent à côté, comme sur la question des violences sexistes et sexuelles de manière générale, hein, quand on n'y est pas, quand on n'est pas informé, quand on n'a pas les outils pour analyser ce qui se passe devant nous, on peut aussi ne pas voir, ne pas se rendre compte des violences que vivent les personnes et du coup parfois ne pas comprendre aussi leurs réactions. Peut-être voilà, les personnes ont certaines réactions parce que elles vivent en fait une multitude de violences, de petites violences ou de grandes violences au cours de leur vie, et donc voilà, qu'on ne peut pas forcément repérer de l'extérieur. Et puis sur est-ce que ça va mieux? Alors voilà, peut-être ça va mieux, il y a plein de choses qui vont mieux, hein, de l'avancée dans les droits, mais quand même, on a ce chiffre de 73 des personnes LGBTQIA+ qui trouvaient que la violence à l'encontre des personnes, s'était accrue ces dernières années. Donc voilà, c'est des vraies questions, hein, et je vois dans le chat, est-ce que le fait qu'on a de plus en plus de personnes LGBT qui sont visibles, mène à de plus en plus de violences? C'est vraiment une immense question. Est-ce que ça mène à plus d'acceptation, plus de tolérance? La visibilité, expose aussi à plus de risques. Donc c'est vraiment des questions qui sont super complexes, hein. Il y a besoin de visibilité pour faire avancer les choses, pour faire avancer les droits, mais ça peut aussi entraîner une hausse des violences, les débats politiques, le passage de droits, hein, quand il y a eu tous les débats autour du mariage pour les couples de même sexe, ben forcément, il y a eu, enfin forcément on en a plus parlé et il y a eu aussi, du fait de cette activité politique, des oppositions qui ont pu être plus visibles et plus fortes que juste avant. Si on regarde un peu ce qui se joue au niveau des jeunes, en fait, hein, il y a aussi assez peu de données. On espère que les données de l'éducation nationale vont devenir de plus en plus précises à ce sujet, mais pour le moment, on peut s'appuyer que partiellement sur ces données-là. Mais ici, on vous met en avant une étude qui a été menée par l'université Gustave Eiffel sur le harcèlement scolaire et les LGBTI-phobies, donc qui a été menée auprès d'un échantillon de personnes sur leur expérience dans leur scolarité. Et donc, ce qui est montré, hein, c'est vraiment que les personnes LGBTQIA+ subissent davantage de harcèlement que leurs camarades et que ça a des conséquences importantes sur leur santé mentale, leurs résultats, et avec plus de risques sur le décrochage scolaire. Ce qui est aussi montré, hein, dans ce rapport et dans d'autres, hein, c'est que, évidemment, euh,
toutes les formes de violence et discrimination s'entrecroisent, hein, donc là que les femmes, les personnes trans déclarent davantage de sentiments d'insécurité que les hommes gays cisgenres, donc cisgenres, c'est-à-dire que leur identité de genre correspond à ce qu'on leur a dit à la naissance, hein. On a dit super, c'est un petit garçon et il se trouve que c'est bien un petit garçon, c'est un homme. Donc voilà, c'est important aussi de prendre ça en compte. Nous, ici, on parle de LGBTQIA-phobie au sens large, mais de regarder aussi que l'expérience des personnes LGBTQIA+, ne va pas être la même basée sur plein d'autres de leurs caractéristiques. Et donc voilà, l'expérience d'une femme trans va pas être la même que celle d'une femme cisgenre. Ça, on le sait par exemple. Donc à chaque fois, il va y avoir d'autres choses qui vont se jouer sur le point de vue du genre, mais sur d'autres points de vue de l'origine, de la classe sociale, etc., etc. Toutes ces questions, elles touchent, toutes ces questions de ces violences touchent aussi de façon démesurée, enfin plus importante, les plus jeunes. Et ça, on l'avait vu quand on parlait de la question des violences sexistes et sexuelles de manière large en janvier. On le constate aussi ici, et là, on vous renvoie vers une étude européenne qui montre en fait le harcèlement qui touche les personnes LGBTQIA+, donc sur les petites barres par groupe d'âge, que ce sont les personnes les plus jeunes qui sont surreprésentées parmi les victimes de ces violences. Évidemment, il y a plein de choses qui jouent, hein, peut-être que aussi ce sont des personnes qui ont plus de ressources pour mettre des mots sur les violences qu'elles vivent, mais quand même de manière large, hein, les chiffres sont assez clairs, la différence est assez grande. Donc ce sont des violences qui touchent les jeunes et qui touchent beaucoup les jeunes. Donc la tranche d'âge ici de 15 à 17 ans, hein, on voit le premier chiffre, n'importe quelle forme de harcèlement, 47% des jeunes LGBTQIA+, qui déclarent avoir déjà vécu ce type de violence. Et puis, si on regarde d'où ça vient, hein, là, on vous renvoie à des travaux qu'on a déjà évoqués, hein, notamment d'Isabelle Claire, mais au fait qu'au moment de l'adolescence, il y a plein de choses qui se jouent du point de vue de la construction du genre, et que le fait de se construire en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, ça va aussi passer à cet âge-là par l'entrée dans la sexualité, et il va y avoir tout un tas de normes qui vont voilà, euh, et diriger ce qu'on doit faire en tant que vrai mec, en tant que fille bien, et que ces normes sont beaucoup centrées autour de l'hétérosexualité. Voilà, les filles avec leur obligation de ne pas laisser libre cours à leur sexualité, à leur désir, d'être associées à un garçon, un jeune garçon référent, le copain avec qui, là, c'est OK d'avoir des relations sexuelles parce qu'on est amoureuse, parce qu'on est dans une relation hétéro, monogame, etc., etc. Sinon, on tombe vite dans soit on est coincé, soit on est trop sexuel et donc pour utiliser l'insulte qui est utilisée, on est une pute, on se respecte pas. Et pour les garçons, le fait d'être un vrai mec, d'être actif, sexuellement actif, de multiplier les conquêtes, d'être dominant, d'être hétérosexuel, hein, surtout, de ne pas pouvoir être soupçonné d'être gay. Donc on voit bien ici, voilà, tout ça se construit aussi et se renforce à l'adolescence. Et les jeunes, entre elles et entre eux, vont aussi jouer ce rôle de police du genre et revenir, voilà, en fait, critiquer, remettre à leur place, recadrer les élèves, les jeunes qui pourraient sortir un petit peu de ces normes. On vous enverra ici hein, les ressources, la petite vidéo d'Isabelle Claire, son article, et puis elle vient tout juste de sortir un livre, donc on vous le met là, hein, où elle fait le compte-rendu de ses 15 ans de recherche, où elle a fait des recherches auprès de jeunes sur leurs relations amoureuses, sur les questions de construction de genre, à la fois en zone rurale, en grande couronne, et puis, et ça c'est inédit, ça c'est inclus dans le livre, mais elle ne les avait pas publiés avant, dans des milieux ultra privilégiés au centre de Paris. Donc voilà, une lecture passionnante aussi qu'on vous recommande. Si on regarde les quelques chiffres qu'on a sur en milieu scolaire au niveau du secondaire, hein, ce qu'on peut mettre en avant, c'est cette étude qui avait été menée par le MAG et Gabriel Richard, qu'on mentionnait tout à l'heure pour l'UNESCO, qui montre que en France, en 2018, il y a quand même plus de la moitié des élèves LGBTQIA+, qui ne se sentent pas en sécurité, qui se sentent rarement, parfois ou jamais en sécurité à l'école. Donc c'est quand même des chiffres qui nous interpellent, sur lesquels on se doit d'agir, hein. Et plus de 50% de ces jeunes qui déclarent avoir été ridiculisés, taquinés ou menacés à l'école parce qu'LGBT, dont 12% par des adultes au sein de l'établissement. Donc on voit bien que c'est des violences qui existent, qui sont très fortes en milieu scolaire et qui sont aussi le fait des adultes. Donc voilà, c'est très important
d'avoir ces chiffres en tête, hein, qui nous montrent l'ampleur du travail à mener sur la question des violences. Et puis, et on l'abordera aussi sur la question des contenus scolaires, puisque 95% des élèves qui avaient été sondés lors de cette étude disent que leurs besoins en tant que personnes LGBTQIA+, en construction, ne sont pas abordés pendant les temps scolaires sur les contenus scolaires. Euh, voilà, là, voilà, pour revenir là-dessus, hein, sur la violence que peuvent vivre les élèves, on voulait juste vous remettre cette petite pyramide qu'on a déjà vue, hein, sur la question des violences sexistes et sexuelles, montrer comment euh, les violences peuvent prendre plein de formes différentes. Le petit graphique en bas à droite est issu d'un rapport de l'association SOS Homophobie, hein, qui tous les ans publie l'analyse des retours de victimes qu'elle reçoit sur sa ligne d'écoute ou par mail. Donc on voit toutes les formes que peuvent prendre les LGBT-phobies, insultes, rejets, discrimination, menaces, harcèlement, agression physique, agression sexuelle, outing, etc. etc. Et donc, l'importance, hein, d'essayer de dégommer cette pyramide à tous les étages. On va voir un petit peu, on va vous donner un peu des pistes pour le faire. Mais voilà, particulièrement en milieu scolaire, puisque c'est un milieu toutes les études le montrent, hein, un milieu où il y a vraiment beaucoup de risques de violence pour les personnes LGBTQIA+. Une fois qu'on a vu tout ça, bon, c'est le moment, ça arrive souvent dans nos présentations, on est un petit peu démoralisé. On se dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein. L'ampleur de la tâche est énorme. Ce qu'on vous propose, c'est voilà, de vous donner des outils, des pistes de travail, et puis de commencer en visionnant une petite vidéo qui a accompagné la campagne 2019 du ministère de l'Éducation nationale sur les questions de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc on a souvent vu, hein, cette campagne, ça suffit, en gros, on va vous la remontrer après, hein, mais dans mon collège, dans mon lycée, tous égaux, tous alliés, il y a eu aussi une petite série de vidéos qui, j'ai l'impression, sont moins connues, qui sont des témoignages de jeunes personnes LGBT qui racontent, en fait, qui témoignent sur leur parcours scolaire. Et voilà, nous, au centre, on trouve que ce sont des super outils, hein, qui ont été faits par le ministère, euh, qui, euh, qui permettent d'aborder ce sujet avec les jeunes, avec les élèves. Donc, on vous propose d'en regarder une. C'est la vidéo de Sohan. Et Est-ce il qu'il y a faut du peut-être... son? Je n'entends pas de son, donc il faut que tu coches la Tac, petite case en haut oui, de ton écran. alors, c'est un peu ce qui est embêtant avec ça. Ouais, ça y est, je pense que c'est bon. Désolé pour le temps de battement. Quand je me suis outé au collège, fin du collège, en fait, les gens ont su que j'étais considérée comme fille à l'époque, donc les gens ont su que j'étais lesbienne. Et j'ai eu beaucoup de questions ou de remarques où les gens me disaient ah t'es une gouine, tu broutes des minous, des trucs comme ça. Et ensuite du coup je suis rentré au lycée, là tout le monde savait que j'aimais les filles, mais personne savait que j'étais trans. Ou par exemple je me rappelle d'un truc où j'avais des potes qui se moquaient d'une personne trans sur leur téléphone à côté de moi, et ils disaient des trucs genre ah, le travelo machin, et moi j'étais à côté, j'entendais ça, mais personne savait que j'étais trans, donc je l'ai subi un peu indirectement, mais ça m'a touché quand même. Ça m'a ralenti dans mon coming out et dans ma transition, c'est-à-dire que enfin, déjà, je me sentais pas prêt à en parler à ce moment-là, mais en plus, vu que l'environnement était pas safe pour moi, je me suis dit je pourrais jamais en parler en fait, et je pourrais jamais dire à mes amis que je suis trans ou enfin, je me demandais en fait quand est-ce que je pourrais faire ma transition si tout le monde était comme ça quoi. Ce qui aurait pu changer quelque chose dans l'épisode de transphobie que j'ai vécu, par exemple, ce serait qu'il y ait eu une personne qui reprenne mes amis en fait, qu'il y ait une personne dans mon groupe qui dise non, Travelo ça se dit pas, pourquoi tu te moques de cette personne juste parce qu'elle est trans, etc. Et juste s'il y avait une personne qui aurait pu le faire, je pense que je me serais senti mieux, je me serais senti soutenu et je me serais senti légitime à en parler ensuite quoi. Ce qui serait bien aussi, c'est que les adultes, que ce soit les parents, les profs, l'entourage, ne minimisent pas ce que vit la personne concernée. Une personne trans soutenue par ses parents, par des adultes, est beaucoup moins encline à faire une tentative de suicide, à être dépressive, qu'une personne trans qui ne sera pas soutenue. Et juste, c'est important de sentir qu'on est légitime, qu'on existe et qu'on prend en compte aussi ce qu'on ressent et que notre âge n'est pas forcément un problème. Si j'avais un autre conseil à donner aussi, ce serait de se renseigner, de s'informer soi-même, parce que ça permet de se rendre compte des oppressions dans la société et du coup de ne pas les reproduire dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de proches, de comprendre qu'il y a des mots qui ne peuvent pas se dire même pour rigoler, qu'on ne dit pas à un mec sale pédé parce qu'il a pleuré ou machin, parce qu'à côté il peut très bien avoir une personne homosexuelle qui va se sentir visée. Et juste voilà, ça permet de se rendre compte que c'est pas des blagues quoi.
c'est pas des blagues parce que quand on est concerné, on entend ces mots tous les jours. On peut se faire taper dans la rue en se faisant traiter de PD, on peut juste se faire insulter dans le métro parce que notre apparence plaît pas aux gens. Et du coup, entendre ça même de la part de ses potes, même en rigolant, c'est pas possible, on peut pas l'entendre encore. Et c'est juste alimenter ces clichés, alimenter cette violence. Et juste, on veut plus entendre ça, quoi. Au collège, au lycée, tous égaux, tous alliés. Voilà, donc il y a une petite série de vidéos, hein, il y en a 4, avec donc Sohan, et j'allais dire les autres prénoms, mais j'ai peur de me tromper dans les autres prénoms, donc je ne vais pas les dire. N'hésitez pas, on vous enverra le lien aussi vers ces vidéos, pour pouvoir, ça peut être une bonne accroche pour travailler avec les élèves. On en a déjà un peu parlé, hein, mais juste pour faire un petit résumé, voilà, Estelle, Johan, et puis il y en a d'autres, hein, voilà, dont j'oublie les prénoms, mais qui sont aussi tout aussi bien. On vous a fait un petit résumé, hein, des différents enjeux. Pourquoi est-ce qu'il faut agir là-dessus? Ça reprend ce qu'on s'est dit, hein. La première, hein, parce que voilà, on le sait, hein, les discriminations, les violences ont des répercussions délétères durables sur la santé des personnes, sur leur bien-être en fait, hein, sur leur santé, la santé mentale, la santé sexuelle. Ici, on vous enverra les liens parce que c'était super intéressant, hein. Il y a des ressources qui ont été publiées par Santé publique France qui parlent de l'impact sur la santé des personnes LGBTQIA+, des violences et du rejet qu'elles vivent de par la société. Et c'est très intéressant d'avoir aussi ce prisme-là. Euh, on entend beaucoup parler, hein, et on a beaucoup entendu parler récemment, notamment avec le suicide de jeunes LGBT, hein, de Lucas là, assez récemment, précédemment de Dina, de Fouad ou Luna. Donc on a entendu parler des conséquences du harcèlement envers des élèves LGBT à l'école. Donc on sait ça aussi que ça fait partie des missions de l'école de lutter contre le harcèlement, de protéger les élèves des formes de violence qu'elles peuvent vivre au sein des établissements. Et puis de se dire aussi que toutes ces choses-là, évidemment, impactent sur les conditions d'apprentissage des élèves, hein. C'est pas d'un côté les élèves qui sont victimes de harcèlement et il faut l'empêcher, et de l'autre côté, il y a leur apprentissage et leur montée en compétence sur les différentes choses que l'école leur apporte d'un point de vue disciplinaire. Bien sûr, on sait que tout ça est relié, et donc le fait d'agir, c'est aussi leur permettre aux élèves LGBTQIA+, ou qui se posent des questions, d'avoir les meilleures conditions d'apprentissage possibles, et donc voilà, de réussir, de s'émanciper. Et puis le dernier point que nous on trouve important sur la question aussi des alliés de tout le monde, hein, c'est aussi important de travailler là-dessus pour permettre aussi à tous les élèves de grandir en tant que citoyens, citoyennes, de s'émanciper, d'être acteurs, actrices d'une société dans laquelle il y a moins de violence, moins de discrimination. Et donc finalement, ça concerne bien tout le monde, hein, quand on parle de ces questions-là. Ça va concerner tous les élèves, qu'ils ou elles soient LGBT ou pas du tout, voilà, de grandir et de se construire en contribuant à une société dans laquelle tout le monde va pouvoir trouver sa place. Et puis là-dessus, l'éducation nationale donc s'engage. Il y a des textes, hein, là-dessus, vous les retrouverez dans le mémento dont je vous parlais tout à l'heure sur notre site, et puis on vous les renverra. Il y a plein de textes, hein, qui montrent comment et pourquoi travailler sur la prévention de l'homophobie, de la transphobie fait partie des missions de l'éducation nationale. Dans le cadre de l'éducation à la sexualité, on va le voir, mais pas que. Voilà, on va en parler un petit peu plus de ces différents textes, hein, mais on vous a mis à droite le visuel du Vademecum qui accompagne encore une fois la campagne de 2019, qui est très bien fait, hein, qui reprend pas mal de définitions, voilà, d'enjeux, de textes. Donc vous pouvez aussi vous y référer. C'est le document officiel du ministère, hein, qui montre bien comment et pourquoi ces questions font partie des missions de l'éducation nationale. Et c'est des choses qui sont réaffirmées régulièrement et récemment, et on va avoir l'occasion d'y revenir, hein. Il y a eu notamment une circulaire qui est sortie en septembre 2021, spécifique quant à l'accueil des élèves trans. Donc voilà, on va pouvoir y revenir là dans ce qu'on va vous présenter, ce que dit un peu ces textes. Et ces textes, bien sûr, ils sont pour vous aider, pour clarifier vos missions en tant que personnel de l'éducation nationale, pour vous aider aussi à potentiellement, si vous êtes là, c'est que peut-être vous aurez besoin d'argumenter auprès de vos collègues, voilà, de leur présenter aussi des textes en fait, hein, qui dit peu importe, là je vois dans le chat quelqu'un qui parle d'un prof transphobe, en fait peu importe
son opinion. La loi encadre les propos, la loi interdit les propos violents, les violences, et les textes de l'éducation nationale encadrent l'activité de professionnels de l'éducation nationale. Et donc, voilà, on a ces textes-là qui sont là et dont on peut se saisir pour se renforcer. Voilà, on vous propose maintenant de prendre un petit peu de temps pour, voilà, par bloc un peu, vous proposer des pistes d'action. Et on commence par la première, je laisse Iris en parler, hein, prévenir et nommer les violences envers les personnes LGBTQIA+. Ouais, je te remercie Gaël. Du coup, oui, on voulait commencer par, cette première étape, qui correspond un petit peu au chemin que nous, on a fait dans cette, sensibilisation. C'est-à-dire un premier temps pour comprendre ce qui se passe, un deuxième temps pour prendre conscience de la violence, poser des mots dessus, parce que c'est ça qui va permettre en fait, d'éviter la banalisation des violences, hein. Sohan en parlait dans la petite vidéo. L'idée, c'est de ne pas minimiser aussi ce que viennent vivre en fait les élèves concernés. Donc en fait, nommer, ce qui se passe avec, des termes bien précis, c'est aussi, pouvoir donc lutter contre l'invisibilisation et la banalisation des violences LGBTQIA-phobes. C'est poser un cadre sécurisant pour toutes et toutes, les élèves, y compris donc, des élèves par exemple cisgenres, hétérosexuels, IADIQ, mais, dont l'expression de genre serait un peu trop masculine ou un peu trop féminin. Et dans ce cas, qui pourraient potentiellement vivre aussi, des violences, LGBTQIA-phobes. Nommer ces actes, c'est participer à la prise de conscience donc, de soi-même, les adultes autour de nous, les jeunes, qu'on encadre, potentiellement des adultes à l'extérieur de l'établissement. En gros, l'idée, c'est qu'une fois que quelque chose est visible, on est obligé plus ou moins de s'en occuper ou au moins de le prendre en compte, et donc on est obligé, de réagencer notre organisation, nos comportements et cetera. C'est très important également de visibiliser tous les motifs, de discrimination et notamment les motifs, d'homophobie, de transphobie, d'intersexophobie dans les rapports d'incidents, puisque cela va permettre non seulement une meilleure prise en charge par l'établissement et par les partenaires extérieurs potentiellement, mais aussi, ça va permettre de faire remonter des statistiques qui vont être plus proches de la réalité. On en parlait tout à l'heure un petit peu, hein, notamment Gaël, en parlait. On a encore des taux au niveau des violences qui sont sous-évalués, puisque, soit les personnes vont, peu déclarer, les violences qu'ils et elles subissent, puisque, bah, on peu d'espoir que ça soit pris en charge, ou, la peur de vivre de nouveau des violences au moment de la déclaration. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, on peut favoriser, l'émergence de statistiques qui vont être plus proches de la réalité, en participant nous aussi à notre échelle, en visibilisant chaque motif de discrimination dans les rapports d'incidents. Hem Un point qui est très important et dont on a déjà parlé pour ce qui était, la dernière fois, de la question des violences sexistes et sexuelles, mais les mesures disciplinaires qui sont prises dans les établissements ne dépendent pas de procédures judiciaires externes. Donc par exemple, si, il y a un problème de diffamation, d'outing, qui se mêle à du cyberharcèlement. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une juridiction pénale, ou civile, en tout cas qu'il y ait une décision qui soit rendue par un tribunal pour agir au sein de l'établissement, hein. Au contraire, une fois que les faits sont portés à notre connaissance, il est de notre devoir, en tant que professionnels de l'éducation, d'agir aussi rapidement possible pour protéger l'élève qui est la cible de violence, et recadrer, les élèves qui sont auteurs ou autrices des violences. Il est bon toutefois de leur rappeler que la loi s'applique aussi en milieu scolaire, c'est-à-dire les peines que vous pourrez retrouver, hein, notamment dans, ce petit guide pratique contre la LGBT-phobie, que vous voyez, sur ce slide, du PowerPoint. Hem En tout cas, ces peines-là s'appliquent, et peuvent être, utilisées. On peut être poursuivi en justice, pour, une discrimination homophobe, transphobe, intersexophobe, sexiste. Tout ça, ce sont des critères qui vont venir soit constituer, une peine, un délit, soit justement constituer une caractéristique aggravante. Et donc il y a des réelles conséquences, hein, et il faut, le matérialiser, le concrétiser, que ce soit avec des mesures disciplinaires internes prises dans l'établissement, ou aussi à l'extérieur en accompagnant pardon, les élèves et les familles potentiellement, dans leur démarche juridique et administrative.
Un autre point très important, donc sur le fait de poser un cadre interne dans l'établissement. Donc ça se manifeste avec le fait, de mettre en place des mesures, et des sanctions disciplinaires potentiellement, des mesures de réparation. Ça peut aussi être proposer des médiations quand il y a des problèmes, entre les élèves, quand il y a des problèmes éventuellement avec les familles dans le cas où l'élève a donné son consentement, ou c'est une démarche qui est initiée par la personne concernée. On peut également inscrire, la lutte contre les LGBTQIA-phobies et le sexisme et toutes les autres formes de discrimination qui existent dans le règlement de l'intérieur de l'établissement, hein. Ce sont même des choses qui sont recommandées par le ministère. On peut fixer aussi des consignes indifférenciées pour les tenues vestimentaires et ça, l'inscrire dans le règlement intérieur. C'est quelque chose qui a été, entériné notamment par la circulaire sur l'accueil, des élèves trans à l'école donc de 2021. Même dans les établissements professionnels, il est interdit, de créer des attentes vestimentaires différenciées pour les filles et pour les garçons. Ça n'interdit pas d'avoir plus uniformes possible, mais en tout cas, ça interdit, de refuser à, une élève, par exemple, de mettre, des chaussures et un pantalon ou à un élève, de porter une jupe ou à des élèves trans de s'habiller comme ils ou elles le veulent dans la mesure de ce qui est convenu dans l'établissement. Donc voilà, on ne peut pas créer de consignes différenciées pour les tenues vestimentaires. L'idée, c'est que tout le monde, soit, encadré de la même manière parce que sinon on crée de l'inégalité à ce niveau-là. L'idée, c'est également pas seulement d'agir en interne, c'est aussi de travailler, en réseau, en équipe. Donc, là, par exemple, le fait de participer au webinaire du Centre Hubertine Leclerc, c'est aussi une forme de travail en équipe et en réseau, hein, puisqu'on est en lien, on est des partenaires extérieurs, entre l'éducation nationale, et le milieu associatif. Donc on travaille en équipe aussi en interne, donc avec l'équipe pédagogique, l'équipe administrative, bien penser à inclure la vie scolaire, le pôle psychosocial puisque tout ça, enfin toutes ces personnes-là, en gros, font partie, de personnes qui interagissent avec les élèves, qui vont pouvoir mettre des choses en place à différents niveaux. Donc quand on mène, par exemple, une action pour sensibiliser aux LGBTQIA-phobie, c'est bien de toujours le diffuser au restant de l'équipe. L'idée, c'est de respecter aussi, par contre, et toujours en priorité, les souhaits d'anonymat, de confidentialité, le rythme des élèves LGBTQIA+. Par exemple, vous voyez un ou une élève, qui vient vous dire, qui est trans, et qu'elle souhaite, voilà, que vous utilisiez un prénom ou un pronom différent, pour, elle en classe, dans vos interactions personnelles. Très bien. Est-ce que vous allez le communiquer au reste de l'équipe éducative? Eh bien, vous lui demandez d'abord. Si elle vous dit: «Oui, j'ai envie que toute l'équipe soit au courant», dans ce cas, vous pouvez le faire et vous devez le faire. Si elle vous dit: «Non, je préfère que ça reste entre nous pour le moment», eh bien, là, vous respectez ses souhaits et vous n'en parlez pas au reste de l'équipe. Donc ce sont des choses qui, bien sûr, peuvent être, modulées, dans le cas où, il y a des violences graves ou un grave danger et dans ces cas-là, effectivement, vous faites remonter toujours à la direction, vous faites un signalement à la CRIP. Hem, mais autrement, l'idée, c'est de toujours, voilà, tant qu'il n'y a pas de danger grave ou imminent, de respecter le rythme et les choix de l'élève et des personnes concernées. L'idée donc, c'est aussi de mobiliser, le réseau associatif local. On vous a mis pour ça la carte collaborative des associations LGBTI+, en France, de l'association Queer Éducation. Vous pouvez aller la voir, si vous êtes dans différents endroits, en gros, vous pouvez voir et éventuellement ajouter, des associations, proches de votre établissement, qui agissent sur, des thèmes, LGBTQIA+. Donc voilà, n'hésitez pas à mobiliser l'ensemble des acteurs, des actrices et des ressources qui sont à votre disposition. Parler de celles du ministère, on vous en a, mis également quelques-unes dans ce PowerPoint. Il y en a toujours d'autres, qui vont être disponibles, hein. Je voyais des questions tout à l'heure, notamment sur, les ouvrages disponibles dans les CDI et cetera. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous mettre en lien avec des personnes, qui sont plus ou moins expertes ou au moins qui sont proches, de ces sujets dans leur travail, puisque généralement, il y a énormément de ressources qui sont très peu connues, très peu visibles. Et donc, le but, ça va être de faire circuler un maximum toutes ces ressources-là pour faciliter à tout le monde, élèves comme professionnels et adultes, une meilleure compréhension et un meilleur vivre ensemble en fait sur les LGBTQIA phobies. Pour la question du langage, je vais laisser la parole à Gaëlle. Oui, là, on en a aussi déjà parlé, hein, plus largement sur la question
des pratiques enseignantes égalitaires, de la lutte aussi contre les violences, le langage, ce qu'on fait tout le temps, et notamment en classe, a un rôle important sur notre perception du monde, et là aussi sur ces thèmes-là, puisque la langue française intègre ces notions de genre dans son fonctionnement. Ce qu'on entend souvent, hein, c'est que l'emploi du masculin serait neutre dans la langue française. Ça n'est pas le cas, hein. Il y a bien le masculin et le féminin qui sont distincts. Et quand on regarde, il y a beaucoup d'études, hein, qui montrent que nos imaginaires sont façonnés par ce langage. Et quand on dit il, la plupart du temps, on ne pense pas à il au pluriel, par exemple, on ne pense pas à des hommes et des femmes, mais on va avoir vraiment une image d'homme. Donc, la langue n'est pas neutre et elle a bien des conséquences sur la façon dont on va se projeter. Vous avez mis le petit visuel à droite, bon, ouais, parce qu'il me fait beaucoup rigoler, hein, sur les avocats, avocates et contre les avocats. Donc l'importance de visibiliser, on la connaît, hein, et elle est beaucoup reconnue sur les questions de l'égalité filles-garçons, l'égalité femmes-hommes, hein, et c'est reconnu jusqu'au niveau du ministère, hein, puisque il y a la circulaire qui avait été signée en 2021 par Jean-Michel Blanquer, indique bien qu'il est important et qu'il est demandé, hein, dans l'éducation nationale de visibiliser les professions exercées par les hommes et par les femmes, d'utiliser la double réflexion, les écrivains, les écrivaines, les chanteurs, les chanteuses, etc., etc. Voilà, parce que ça a des impacts forts sur les choix d'orientation. On vous invite aussi à le faire ici parce que voilà, ça va permettre d'inclure les différents élèves. Et puis pour ne pas avoir à forcément ranger ces élèves dans ces catégories binaires dont on a vu qu'elles étaient en fait pas représentative de la diversité des vécus des personnes. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser le langage épicène, qui fait partie des multiples formes de langage ou d'écriture non discriminant, ou parfois, comme on l'entend, inclusive, hein, mais le langage épicène, c'est simplement d'utiliser des mots qui ne vont pas être reliés enfin, qui vont pas avoir un genre, de dire par exemple les personnes, les élèves, d'éviter au maximum de dire les filles, les garçons, les hommes et les femmes, de dire voilà les adultes, les élèves, les jeunes, ce qui nous permet d'avoir un vocabulaire plus large et de ne pas préjuger non plus de l'appartenance à un des deux genres binaires des personnes qui nous entourent. Euh, Essayez aussi dans notre langage de prendre en compte les multiples configurations familiales et amoureuses, donc d'utiliser des termes qui ne vont pas préjuger que chaque élève se trouve dans une famille où il y a un papa, une maman, pour le dire. Déjà parce que au-delà des familles qui seraient composées de couples de même genre, il y a plein d'enfants qui grandissent dans des familles avec des configurations très différentes de celles qu'on nous montre le plus souvent dans l'image d'Épinal, de papa, la maman, les deux enfants. Euh, donc voilà, de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans tes proches, autour de toi, parmi les adultes qui sont en charge de toi. Évidemment, une fois qu'on sait, si on connaît la composition familiale de la famille du ou de la jeune, on peut évidemment le faire de façon plus précise, mais ne pas prendre pour acquis que tout le monde se retrouve dans ces schémas-là, et de la même façon, ne pas prendre pour principe de base que tous les élèves qu'on a devant nous sont cisgenres et hétérosexuels, parce que bon, on le sait, hein, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Soit il y en a qui ne le sont pas et qui le savent, ou qui ne le sont pas dès maintenant, soit il y en a qui plus tard, en fait, voilà, se rendront compte, se diront plein d'autres choses. Ça peut changer pendant que vous les avez devant vous au cours d'une année scolaire. Donc toujours essayer de se dire, par défaut, j'essaye de rester large pour que tout le monde s'y retrouve et que je ne fasse pas une erreur, voilà, sur les gens. Un petit point dont on a déjà parlé, hein, sur la vigilance par rapport à la minimisation, à l'euphémisation des violences sexistes et sexuelles, la question des blagues lourdes, voilà, des gestes déplacés, etc. Ne pas minimiser, c'est ce que disait Sohan, hein, d'ailleurs dans la vidéo. Les violences qui sont vécues entre jeunes par les jeunes, on le sait, hein, elles sont réelles, vécues par les jeunes de la part d'adultes aussi, hein, elles sont réelles, elles ont des conséquences. Donc voilà, faire attention aussi à son langage quand on recueille la parole, de ne pas minimiser, de ne pas euphémiser, utiliser les termes comme le disait Eris, les qualifications légales, ça permet de rendre compte de la gravité des faits et de pouvoir y apporter une réponse qui est appropriée, qui est proportionnelle. Et puis voilà, le dernier sur ce fameux principe d'autodétermination, on y revient.
Il y a eu des questions, hein, j'ai vu dans le chat et on y a déjà un petit peu répondu, sur la circulaire. Effectivement, la circulaire sur l'accueil des élèves trans, régit pas mal, ce qui doit être fait en termes de listes informelles au sein de l'établissement, donc les listes d'appels, les cartes de cantine, ce genre de choses et aussi ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, dans le cadre des documents officiels, donc bulletins, diplômes. Donc ça, c'est écrit de façon très claire, hein, donc on a les infos sur ces 2 plans-là. Ce que dit l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que pour modifier les bulletins, les diplômes, tous ces documents officiels, il faut que l'élève ait fait un changement à l'état civil. Et on va voir un petit peu après comment est-ce que ça peut être fait. Pour pouvoir modifier les listes écrites internes, les listes d'appels, les cartes de cantine, etc., etc., euh, on n'a pas besoin d'avoir eu un changement à l'état civil. Il faut avoir l'accord des 2 parents responsables légaux de l'élève pour pouvoir faire ces modifications par écrit. La circulaire ne précise rien sur ce qui peut être fait à l'oral, donc ça reste quelque chose sur lequel on n'a pas de texte qui nous interdit d'utiliser un pronom ou un prénom pour un élève. La circulaire parle vraiment de façon spécifique des listes et des documents officiels. Voilà, on vous a mis aussi d'autres petites ressources qu'on vous enverra, hein, sur les questions de typologie. Il y a aussi plein de choses à explorer, voilà, sur lesquelles on peut aussi travailler d'ailleurs avec les élèves pour parler de comment la langue évolue et comment le langage définit aussi un peu nos représentations, nos imaginaires, nos possibilités. Pour rebondir sur ces questions de représentation et d'imaginaire, on va aborder très brièvement, du coup, pour quand même essayer de garder un petit temps de questions-réponses à la fin, la question des représentations. Alors de la même manière que, pour celles et ceux qui ont pu, assister, à notre, tout premier webinaire, d'introduction, sur, l'égalité au sens large, et notamment pour les femmes et les hommes, on a parlé de phénomènes d'invisibilisation et de cantonnement des femmes dans les programmes scolaires. On peut plus ou moins établir la même chose pour les personnes LGBTQIA+. Est-ce qu'on en voit dans les programmes? Est-ce qu'on en voit dans les représentations dont on va discuter en classe, en dehors de la classe, dans les espaces de vie scolaire et cetera? Très, très peu. Les représentations sont parfois stéréotypées ou soumises à des phénomènes de cantonnement, c'est-à-dire qu'on n'est par exemple jamais le personnage principal, toujours le personnage secondaire, le bon copain, la bonne copine, etc., mais qui ne va pas être au cœur de l'histoire. Donc, du coup, on ne peut pas se faire ses propres représentations, on ne peut pas se faire ses propres histoires. Généralement, il y a des phénomènes de discrimination croisés qui viennent augmenter cette invisibilisation, hein. Par exemple, le fait d'être une femme noire ou le fait d'être un homme gay handicapé, et ben, en fait, on a encore moins de représentation puisque généralement, quand on se voit représenté à travers un de ces critères, et ben, en fait, le deuxième n'est pas souvent présent parce que, on va essentialiser, la personne à une seule de ces minorités et donc, on va pas la représenter, dans l'intégralité, de son expérience, de vie. Donc on vous a mis 2 petits tests ici, le test de Bechdel-Wallace que peut-être, certaines et certains connaissent parmi vous. C'est un test qui vous permet d'analyser votre contenu et il est conçu à la base pour des films et des médias. Donc l'idée c'est de voir si d'abord une œuvre contient 2 personnages de femmes nommés, donc dont on connaît le nom, si ces 2 femmes se parlent et si elles se parlent d'autre chose que de personnages masculins. Là, dans ce cas, le film ou l'œuvre littéraire passe le test. Et vous vous rendrez compte qu'il y a quand même très, très peu, de films et d'œuvres littéraires et même parfois de très bons de très bons objets, médiatiques, qui en fait ne passent pas le test de Bechdel-Wallace. De la même manière, il y a un test, qui s'appelle le test de Vito Russo, qui a été inspiré du test de Bechdel, qui vous permet aussi d'analyser, vos programmes. On vous invite à le faire, ce soir, dans la semaine, généralement les agendas sont bien chargés, peut-être dans le mois et cetera, mais en tout cas, essayez de prendre le temps de voir, dans, vos manuels scolaires, dans le contenu que vous abordez en classe ou même dans, les différentes affiches, par exemple, hein, toutes les ressources qui vont être données aux élèves au sein de l'établissement. Est-ce qu'il y a un personnage qui est identifié
identifiable en tant que LGBTQIA+. Est-ce que ce personnage est défini uniquement ou de manière prédominante par son orientation sexuelle, son identité de genre, son sexe biologique, en tout cas sa minorité? Et est-ce que le personnage doit être est lié à l'intrigue d'une manière qui fait que sa disparition aurait un effet significatif? Ou par exemple, on n'a pas un personnage qui passe dans un livre de manière très spontanée, ou peut-être on va suggérer qu'il y aurait une romance potentielle qui se serait tissée en arrière-plan, et que cette romance est passagère et de toute manière pas le cœur de l'histoire. Est-ce que voilà, on a un personnage qui va mourir au bout de 2 pages et qui va vivre un destin tragique, mais pas directement lié au cœur de l'histoire. Enfin voilà, essayer d'aller regarder les contenus qui sont à votre disposition et que vous pouvez potentiellement utiliser au sein des établissements scolaires. Pour voir justement, est-ce que ces contenus s'adressent finalement à tous mes élèves? Puisque c'est ça dont il s'agit en fait. L'idée, c'était de rendre des contenus non discriminants. C'est vrai que Gaël l'a dit, par rapport au terme inclusivité, hein, on parle aussi du droit à la non-discrimination dans le contenu. D'ailleurs, le droit à tout le monde d'être représenté de manière égale. On vous a mis ce petit film Identité trans au-delà de l'image qui parle également c'est un documentaire donc qui donne la voix à énormément d'acteurs et d'actrices et de personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui sont trans, pour parler des représentations des personnes trans dans les films et de leur évolution ces dernières années. Donc c'est toujours très intéressant d'aller voir justement comment historiquement on va construire aussi une figure, un stéréotype, et on va construire des représentations qui vont être plus ou moins discriminantes et qui vont jouer sur la manière dont les personnes vont vivre leur vie au quotidien et vont être reçues dans la société, y compris du coup les jeunes. Donc dans tous les cas, tout cela a des implications sur la manière dont la vie scolaire va s'organiser, dont les contenus de cours vont être aussi structurés. Et tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses à faire pour rendre nos contenus non discriminants, pour rendre nos contenus plus inclusifs. Et l'idée, c'est de vous donner des billes et des pistes pour que vous puissiez commencer à interroger tout ça. Et potentiellement, peut-être que vous avez déjà plein de ressources que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à vous en parler du chat hein, à ce sujet. Nous, on vous a également mis le petit guide du Centre Hubertine Auclair pour faire des manuels scolaires, des outils à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des ressources et des techniques à l'intérieur que vous pouvez utiliser pour repenser et utiliser différemment éventuellement les contenus qui sont dans vos manuels scolaires. On sait aussi qu'en tant que professionnel de l'éducation, tout n'est pas entre vos mains, hein. C'est aussi dans les maisons d'édition que ça se passe. C'est aussi un ensemble d'acteurs et d'actrices différentes qui doivent et qui vont collaborer en fait pour créer du contenu scolaire. Donc voilà, en tout cas l'idée c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et généralement on peut un peu plus que ce qu'on pense. Donc nous c'est notre rôle de visibiliser tout ça. On vous a également mis cette petite BD de Myriam Mal qui s'appelle Commando culotte et qui permet de repenser en gros tous les contenus de la pop culture au prisme de l'égalité, du droit à l'égalité et de la lutte contre les discriminations et notamment aussi contre les stéréotypes. C'est toujours intéressant d'aller voir tout ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'autres médias hein, qui visibilisent justement comment certains contenus vont véhiculer des stéréotypes plutôt que de renforcer l'égalité et la représentation de tous et tous. Mais dans tous les cas, c'est un premier pas et on vous mettra plus de ressources à la fin dans notre document où on vous enverra toutes les ressources de ce webinaire. On va pouvoir passer du coup à la suite. Et Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, merci. Juste un petit point sur la question des espaces scolaires. On en a déjà parlé hein, lors d'un précédent webinaire, mais voilà, donc on vous remet ici hein, des ressources. Donc le livre de Edith Marouet-Jouls, qui est une experte qui a beaucoup travaillé sur les questions de mixité, notamment dans les cours de récréation, mais pas uniquement, hein, de conception des espaces scolaires de manière générale. Et puis un guide qu'on a publié nous sur les espaces scolaires du secondaire au prisme du genre pour vous aider à mieux comprendre ce qui peut s'y jouer et à mener des actions. Il y a une vraie question sur les élèves, en parlant des élèves LGBTQIA+, sur ces questions de mixité, de non-mixité, avec des vrais risques de violence pour les élèves dans ces espaces qui sont non mixtes, parce que on n'a pas envie de se retrouver dans le vestiaire
notre camarade qu'on pense qui est gay ou qu'on pense qu'elle est lesbienne ou qu'on le sait parce que voilà, on la rejette pour ça ou parce que notre camarade en fait est trans et du coup n'a pas envie de se retrouver dans un vestiaire qui est séparé filles-garçons parce que on ne l'accepte pas soit dans l'un, soit dans l'autre, ou que cet élève ne souhaite pas y être. Donc il y a des vrais enjeux spécifiques qui concernent les élèves LGBTQIA+ là-dessus. Et là-dedans, la circulaire hein, dont on a déjà un petit peu parlé, elle aborde ces thèmes-là. Et ce qu'elle dit très clairement, hein, c'est d'adapter les espaces d'intimité en fonction des souhaits des élèves. Donc la circulaire y va de façon très pragmatique en disant bah, voilà, ne pas préjuger, encore une fois, autodétermination, expression de ses propres besoins, de ce que va vouloir un ou une élève, mais proposer des solutions face aux problèmes concrets qui peuvent se poser dans ces cas-là, en voyant ce qui colle, ce qui correspond le mieux à des élèves, aux élèves. Hein. Si, par exemple, un jeune garçon trans en internat souhaite rester dans sa chambre et que c'est OK pour les autres, pour les personnes avec qui il partage sa chambre, il partageait sa chambre avant sa transition, eh bien, pas de problème. Si un ou une élève souhaite utiliser des toilettes spécifiques et que c'est possible dans l'établissement, on peut le individuel par exemple ou des toilettes qui sont réservées normalement aux adultes, c'est aussi possible. Donc vraiment de s'adapter de façon très très pragmatique. Donc ça c'est pour les questions d'espace d'intimité et de manière plus large, nous ce qu'on vous invite à faire aussi dans une perspective voilà, d'égalité, de lutte contre les violences, contre les stéréotypes, c'est aussi de questionner la nécessité de la mixité, de la non-mixité des espaces, ce dont on parle beaucoup hein, avec la question des toilettes. Hein. Pourquoi est-ce que les toilettes sont non mixtes? Sur quoi est-ce qu'on essaye d'agir quand on fait ça? Est-ce que ça fonctionne? Et si ça fonctionne pas, est-ce qu'il faut faire autrement? Hein. J'ai vu dans le chat, hein, les gens parlaient des toilettes qui sont par niveau plutôt que séparer filles ou garçons, des toilettes sixième, cinquième, des toilettes quatrième, troisième, par exemple, au collège, puisque ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des violences dans les toilettes des filles, dans les toilettes des garçons, et dans les toilettes des garçons, notamment des violences d'élèves plus âgés par rapport à des élèves plus jeunes. Et donc peut-être que le fait de séparer plutôt par tranche d'âge nous permet d'éviter plus de violences. Voilà, il y a beaucoup de questions hein, sur les questions de réaménagement et quelqu'un mentionnait les moyens humains. Effectivement, des moyens humains pour accompagner, pour animer, pour pouvoir mieux surveiller ces lieux, tout en respectant l'intimité, bien sûr, hein, mais ne pas les laisser comme des zones un peu de non-droit sous prétexte que ce seraient des zones où les jeunes enfin, voilà, vont être euh, bah, dans des situations intimes, à faire en sorte que c'est des espaces puissent être surveillés de l'extérieur, puissent être des espaces où les élèves n'ont pas peur d'aller. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis la dernière chose hein, sur les espaces ressources, refuges, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti nous dans les travaux qu'on a fait sur le guide, sur le fait qu'il y a des espaces qui sont des espaces de refuge pour les élèves qui sont marginalisés par ailleurs, leur laisser l'accès, leur ouvrir, leur permettre voilà, de trouver des ressources, une oreille attentive ou des endroits de répit, donc les CDI, laisser ouvertes certaines salles de classe, des foyers, etc. etc. Voilà, donc tout ce travail-là sur les espaces qui n'est pas spécifique aux élèves LGBTQIA+, mais qui concentre un certain nombre d'enjeux qui les concernent aussi spécifiquement. Alors, petit point également sur les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je vais passer très rapidement sur l'historique puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais depuis 1973, on voit petit à petit dans l'éducation nationale en France un intérêt qui grandit pour les séances d'éducation sexuelle et l'éducation à la vie affective. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'EAS et aujourd'hui, il a été réaffirmé plusieurs fois par le ministère de l'Éducation nationale qui avait un réel besoin de mettre en place des séances d'accompagnement à la vie sexuelle et affective pour les élèves, puisque c'était prendre en charge des besoins qui n'étaient pas forcément discutés à la maison, c'était éviter des violences sexistes et sexuelles par la suite, c'était éduquer au consentement, c'était lutter contre les stéréotypes, les discriminations et notamment l'homophobie, la transphobie, l'intersexophobie. La dernière circulaire qui insiste sur la mise en place des sessions d'éducation à la sexualité, elle est sortie en 2022, donc à la demande du ministre Pap Ndiaye. Et vous avez également, depuis
depuis 2001 une obligation légale de mettre en place 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau, ce qui n'est pas fait dans la majorité des établissements parce que manque de temps, de moyens, d'organisation ou pas suffisamment, enfin trop de freins à échelle interne ou externe. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, c'est un problème qui a été reconnu sur la place publique et par les instances officielles de l'éducation nationale. Il y a même une plainte qui a été déposée par les associations d'action SOS homophobie et par le planning familial, hein, on vous l'a mis, c'est ce petit cas d'école. L'idée, c'est de faire prendre toute la responsabilité de l'organisation de ces séances aux instances qui en dont ces séances dépendent, et justement de mettre aussi plus de moyens, dans les établissements, dans les associations qui proposent des interventions en milieu scolaire, pour permettre à ces séances d'avoir lieu et que ça se passe bien et que ce soit adapté pour l'âge, pour chaque niveau des élèves et qu'en tout cas, ce soit des questions qui puissent, rentrer dans une évolution positive de l'éducation à la sexualité puisque, ça on le voit aussi notamment dans le livre de Gabriel Richard, Hétéro l'école, dont on vous a parlé un peu plus tôt. Auparavant, l'éducation à la sexualité, était, fortement centrée sur, un aspect moralisateur et répressif de la sexualité, c'est-à-dire qu'il fallait contrôler notamment la sexualité, des filles et des garçons, qui seraient supposément débridés, pour les faire rentrer dans ce schéma hétéronormatif, dont on a parlé au début, qui consisterait à cadrer, toutes les relations sexuelles dans le cadre d'une relation hétérosexuelle monogame et qui porterait du coup sur la conjugalité, parentalité par la suite. Petit à petit, on a eu une adaptation, une évolution avec la prévention des risques, donc en lien aussi avec les avancées qu'ont obtenues les femmes, avec notamment la contraception, le droit d'interruption volontaire de grossesse, et cetera. Mais donc on avait une éducation à la sexualité qui était aussi influencée par, notamment l'épidémie du VIH/SIDA. Donc il y avait une éducation à la sexualité qui était centrée sur, voilà, quels sont les risques d'avoir une sexualité, et qui du coup était de fait très répressive et toujours très hétéronormative, avec des mentions pour les personnes LGBTQIA+, qui étaient parfois marginales, voire inexistantes. Ce qui contribuait de fait au fait que, ces personnes-là pouvaient vivre davantage de violences sexuelles au sein de leur couple ou de manière générale, dans leur vie sexuelle, par la suite. Hem, donc on vous a mis le petit schéma, pardon. Le petit schéma de l'éducation nationale que vous pourrez retrouver sur EduSchool, sur l'éducation à la sexualité. Il s'agit de mettre en place aujourd'hui une approche globale, positive et bienveillante, de ne pas se centrer, sur les risques et les problèmes qui peuvent être liés à la sexualité, mais aussi d'éduquer activement au consentement de toutes et tous et pour une vie sexuelle et affective épanouie. L'idée, c'est de penser aussi le contenu des interventions pour inclure les personnes LGBTQIA+, sans les enfermer dans une mention marginale dont on parlait tout à l'heure, hein, le fait les fameuses 5 minutes dédiées au fait que, ah oui, c'est vrai qu'il existe aussi, des sexualités qui sont pas hétérosexuelles, il existe aussi des corps qui ne sont pas cisgenres ou dyadiques, il existe en gros, un petit plus, arc-en-ciel qu'on va rajouter à la fin, sur, l'espace de 30 secondes. L'idée, c'est de vraiment penser ces contenus pour que tout le monde se sente représenté dedans, hein. Là aussi, on ne parle pas seulement d'inclusivité, on parle de droit à la non-discrimination. L'idée, c'est également de prévenir, de dépister donc les violences sexistes et sexuelles pour tout le monde et dès le plus jeune âge. Donc, c'est très important de se saisir de cet outil, qu'est l'éducation à la vie affective et sexuelle parce qu'il permet d'agir également directement, sur les questions qui sont liées à l'identité de genre, à la sexualité, ce sont aussi des moments, qui peuvent être justement utilisés, pour, s'emparer de ces questions, pour en parler avec les élèves, pour ouvrir des espaces de parole, pour que, les élèves qui sont concernés ou qui se posent des questions puissent s'exprimer, puissent discuter, dialoguer entre elles. Voilà, n'hésitez pas surtout à faire pression et à mettre des choses en place pour que, il y ait bien ces 3 séances par an qui soient respectées au sein de votre établissement. C'est aussi généralement du travail d'équipe, hein, on voit, beaucoup les professeurs, de SVT par exemple qui vont, mener ces séances, mais ça peut être n'importe quel professionnel de l'établissement, qui contribue à animer et à organiser ces sessions, donc autant la vie scolaire, que tout le corps professoral, que, les infirmières d'éducation nationale et les infirmiers de l'éducation nationale.
Voilà, n'hésitez pas à faire passer le mot et à demander des ressources, notamment à vos référents et référentes académiques. Si vous en avez besoin, c'est des personnes qui sont aussi là pour vous accompagner au même titre que les associations locales que vous pouvez faire intervenir. Un petit point de focus pour les élèves trans, puisque ce sont quand même des situations, dont on parle depuis assez récemment, avec, un peu moins de détails, généralement que, les élèves, homosexuels, bisexuels, pansexuels. Hem, un point pour leur parcours de transition, il faut garder en tête, que les transitions sont multiples. On parle de transition sociale, juridique, hormonale, chirurgicale. En gros, il faut différencier tout ça. Un ou une élève peut venir, vous parler pour, souhaiter faire un changement de prénom. Ça, c'est une transition sociale. Si cet élève souhaite, l'entériner à travers un acte d'état civil, dans ce cas, c'est une transition qui devient juridique. Il ou elle peut le faire sans forcément passer par un parcours biologique, médical, donc voilà, en agissant sur ses taux hormonaux, en agissant avec des chirurgies, et cetera. Il n'y a aucun lien à faire entre ces 3 types de transitions. C'est-à-dire qu'on peut vouloir faire simplement une transition sociale sans faire de transition médicale. On peut vouloir faire un acte d'état civil, à un moment de sa vie et au final revenir en arrière, ne plus vouloir le faire pour X ou Y raison. L'idée, c'est toujours de respecter le rythme de la personne, de garder en tête qu'il n'y a pas de passage obligé, qu'il n'y a pas non plus d'obligation au passing, donc le fait d'avoir l'air d'être une personne cisgenre dans son genre de destination. Par exemple, pour une femme trans, d'être perçue, comme, une femme, cisgenre, donc avec, plein de critères de féminité et cetera. Ce n'est pas une obligation. Les parcours trans ne sont pas non plus linéaires, c'est-à-dire qu'on peut, vouloir quelque chose à un moment, revenir, au final sur sa décision, et au final, repartir dans un autre sens. L'idée, c'est de se dire et on vous a mis le petit visuel de l'association Outtrans ici puisque c'est cette association qui en parle encore le mieux, c'est de se dire qu'il y a des rythmes qui varient avec des phases, d'action dans une transition, des phases d'arrêt et d'attente, et des phases de réévaluation pour voir si ce qu'on a fait, voilà, est-ce que ça nous va, est-ce que ça nous va pas? Pour voir si la phase d'attente, est-ce que c'est une phase d'attente qu'on va choisir ou est-ce que c'est une phase d'attente que l'on va subir parce qu'on est dans l'attente d'une décision d'un médecin, qu'on est dans l'attente d'une délivrance d'état civil et cetera. L'idée, c'est de respecter toujours ce rythme-là, d'écouter, de laisser la personne qui est concernée par sa transition faire les choix qui lui conviennent le mieux, dans la bienveillance et le respect. Pour les élèves qui sont mineurs, donc il y a une possibilité de changer officiellement son prénom en mairie avec l'accord des 2 parents et de suivre un traitement hormonal, hein, notamment avec des bloqueurs de puberté. Pour ce qui est du changement de la mention de sexe à l'état civil et les opérations, tout ça est possible à partir de 18 ans, donc ça concerne moins, hein, les élèves qui vont être, au collège ou au lycée. C'est intéressant de prendre conscience, des différentes, possibilités légales qui encadrent les transitions en France, puisque souvent on va avoir des discours, réactionnaires qui vont dire: «Mais non, mais vous comprenez, si on commence à, l'autoriser à changer de pronom ou à utiliser un autre prénom, dans 2 ans, cet élève va, faire, des parcours de chirurgie qui seront plus réversibles». Non, c'est pas possible à moins d'atteindre un certain âge, donc en fait, attention à la panique morale aussi, hein, parfois il y a certaines personnes qui ne connaissent pas les situations des personnes trans, qui ne connaissent pas les parcours de transition, et qui vont du coup répandre des fausses informations. Donc c'est toujours intéressant de remettre ça en question aussi. Pour ce qui est de la réédition des bulletins, Gaël en a parlé tout à l'heure, hein, essayez d'anticiper au maximum le fait que vous avez peut-être des élèves, trans, dans votre salle de classe et que, écrire à l'épicène, c'est leur permettre si jamais, ils, elles ou ils, entament un changement de prénom plus tard, de ne pas, se faire, mégenrer au moment de leur transition, quelques années plus tard, voilà. Ça permet à tout le monde de pouvoir, évoluer plus sainement dans certaines démarches administratives. Heu, un dernier focus, sur les élèves intersexes, où là aussi vous avez beaucoup de ressources qu'on vous enverra. Il y a notamment la DILCRA qui a fait une fiche pratique avec un focus sur le personnel de l'éducation, pour le respect des droits des personnes intersexes et toujours les ressources du comité intersexe activiste qu'on vous recommande vivement, qui fait aussi de la formation. La moitié des personnes intersexes n'ont pas parlé de leur intersexuation à une autre personne. Ça, c'est une statistique qu'on trouve dans le rapport de la DILCRA. Donc on voit qu'il y a un tabou encore bien présent et que vous avez probablement
des élèves qui sont intersexes et qui soit ne le savent pas parce qu'ils ou elles n'ont pas encore atteint la puberté ou n'ont pas eu de diagnostic qui a été posé, ou qui ne souhaitent pas en parler, qui ne peuvent pas forcément en parler parce que ce n'est pas accepté au sein de la famille, parce qu'il y a des violences qui sont subies, qui sont trop fortes et trop importantes et qu'on n'a pas les clés et les ressources pour en parler. Le fait est que plus de 80% des personnes intersexes déclarent s'être senties pas bien ou plutôt pas bien dans leur parcours scolaire. Donc cultiver la visibilité et l'inclusivité intersexe est un enjeu fondamental dans les établissements pour permettre justement de libérer la parole et d'accompagner au mieux les élèves intersexes. On rappelle 1,7% de la population, c'est à peu près le même taux en France que le nombre de personnes qui sont rousses. Donc, si ça peut vous permettre de vous représenter à peu près la proportion de personnes intersexes qui sont dans les établissements, vous en avez forcément qui y sont déjà passés. Il est essentiel de créer un climat scolaire de confiance pour les personnes intersexes, donc c'est-à-dire de ne pas poser de questions intimes déplacées. On l'a déjà dit, ça vaut toujours le coup de le rappeler. De respecter la confidentialité de la vie des élèves intersexes, mais aussi, dans le même temps, et ça peut paraître contradictoire, même si ça ne l'est pas, d'exercer sa vigilance, donc d'aller poser quelques questions parfois pour détecter tout signe de souffrance qui peut vous alerter sur la situation des jeunes. Pour les personnes intersexes et les élèves intersexes, on le voit notamment qu'il y a un évitement des espaces d'intimité, donc ça peut être les vestiaires, les internats, les toilettes, la piscine aussi, des choses qui demandent de montrer son corps à d'autres personnes. Hem, on peut voir aussi que ces personnes-là sont généralement subissent beaucoup plus de harcèlement scolaire, vont avoir plus de décrochage et vont avoir de l'absentéisme répété parce que les opérations chirurgicales que les personnes intersexes peuvent subir sont souvent très lourdes, très pénibles et vont demander des phases de rémission importantes. Donc, en fait, si on voit des absences pour sujet médical qui sont répétées, vous pouvez peut-être vous poser la question, voilà, est-ce que peut-être cet élève est intersexe? Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a besoin d'une médiation avec la famille? Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement, et cetera? L'idée, c'est de ne pas forcément aller interpeller l'élève en lui demandant directement: «Bah, est-ce que tu es intersexe?» parce que la plupart des personnes intersexes ne connaissent même pas ce mot-là. En fait, généralement, le corps médical va leur parler de syndromes, de maladies, de problèmes, mais ne va pas utiliser le terme intersexe, hein. Le terme intersexe est venu de la communauté, pour, s'autodéfinir et pour, justement, permettre de se reconnaître non pas en tant que personne malade, mais en tant que personne ayant des variations, biologiques naturelles. Hem, donc voilà, n'hésitez pas à surtout vous ouvrir un espace de conversation, peut-être à laisser traîner des ressources, pour visibiliser l'intersexuation qui permettent en fait aux élèves intersexes de s'y reconnaître et potentiellement de vous en parler par la suite. L'idée du coup, c'est également de se rendre visible. Là, il me semble que je te laisse la parole Gaëlle, je ne sais plus. Ouais. Ouais. Bon, on est à 15h59, alors on va pas vous mentir, on avait prévu un peu d'autres slides, mais pas beaucoup. Mais je vais faire rapidement. C'était juste, ça a été dit hein, dans le chat, l'idée de, voilà, on travaille là-dessus évidemment tout au long de l'année sur tous les axes dont on a parlé. Et tout ça, c'est des pistes. Mais c'est aussi chouette d'avoir des dates, des journées où, ben là, c'est le jour où, voilà, on parle de ça, on met ces thèmes-là en avant, en valeur. Et on les rend visibles hein, vraiment. Donc, on vous propose là le petit visuel et extrait de notre memento de connaître et de faire connaître différentes journées de visibilité. On connaît bien la journée, maintenant on commence à connaître la journée du 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, ou le mois de juin, le mois des fiertés LGBTQIA+. Il y en a d'autres que vous pouvez investir. Et puis aussi de votre côté, voilà, si vous le souhaitez, si vous le voulez, aussi de vous rendre visible comme une personne ressource, une personne alliée, on en parlait hein, tout à l'heure. Et là, on vous met en visuel hein, un petit logo qui a été créé par une personne de l'Académie de Créteil, Anaïs Jonas, qu'on trouve très chouette, hein, qui s'appelle la Queeray. Voilà, le poser sur son bureau, mettre un petit pins comme je l'ai fait aujourd'hui, voilà, qui montre que c'est un sujet auquel on est particulièrement attentif. Ça peut être pas grand-chose, mais ça peut être très utile ou très important pour des élèves qui peut-être viendront vous voir, peut-être pas du tout, mais sauront que si jamais un jour il y a besoin, et elles pourront venir vous voir. Voilà, comme il est 16h, on arrive à peu près à tout ce qu'on voulait dire, hein. On vous renverra des numéros là, vous les trouverez aussi sur notre site hein, de prise en charge des violences sexistes et sexuelles.
savoir, je vous le dis juste celui-ci, hein, que le chat, encore une fois, Comment on s'aime de l'association En Avant Toutes est vraiment une ressource aussi pour les jeunes et pour vous sur les violences LGBT-phobes. C'est un site qui a été créé sur la question des violences sexistes et sexuelles de manière large, mais les répondantes de l'autre côté du chat sont vraiment formées sur ces questions-là, donc n'hésitez pas à renvoyer les élèves aussi vers ce chat en cas de problème, en cas de violence, en cas d'interrogation. Voilà, et puis plein d'autres ressources hein, dont on vous enverra. On en a déjà parlé pas mal aujourd'hui. À notre Memento, on a essayé de faire en sorte que ça soit une ressource globale. Et puis plein d'autres choses qu'on vous fera parvenir. Peut-être juste pour conclure, on peut mettre le dernier slide, Eris, si tu veux. Voilà, nous, on voulait conclure avec ce petit visuel hein, qui est sur la droite, qui est un petit visuel d'Élise Gravel, donc une illustratrice québécoise, qui montre la différence entre l'uniformité et la diversité. Voilà, essayer de se dire qu'en fait, ben, euh, voilà, là, ce dont on parle, c'est de ce qui existe, hein, et ce qui existe est beaucoup moins binaire que ce qu'on croit, que ce qu'on nous montre, que ce qu'on nous projette depuis longtemps. Il y a plein de possibilités qui existent de plein de façons différentes. Et le but n'est pas d'en mettre certaines plus en avant que d'autres, mais bien de laisser tout le monde exister dans toute sa diversité et voilà, de permettre à chaque personne d'être soi. Et puis se dire que vous avez un rôle vraiment super important parce que ce qu'on a vu aussi lors des précédents webinaires, hein, toutes ces choses, c'est des choses qui sont ancrées dans notre société. euh, dans laquelle tout le monde grandit hein, et que si on n'agit pas résolument en faveur de plus d'égalité, eh ben, on risque de, par notre comportement, de façon inconsciente, reproduire des clichés, reproduire des stéréotypes, reproduire potentiellement des violences aussi envers les personnes et les élèves LGBTQIA+. Et donc, c'est important de s'y mettre résolument pour ne pas éduquer à l'inégalité ou risquer de reproduire des violences. Voilà, nous, on peut rester en ligne peut-être quelques minutes s'il y a des questions, mais on voulait pas trop dépasser du temps pour pas non plus vous bloquer sur plus longtemps que le créneau qui était proposé. On vous enverra, hein, comme on vous l'avait dit, les ressources qu'on a citées. Il y en a pas mal par mail, donc pas tout de suite parce on est en formation dans les jours qui viennent avec Eris, mais on vous les fera parvenir. Et puis, on sera aussi ravis de vous retrouver pour le dernier webinaire de l'année scolaire, donc le 19 avril, sur l'étude qu'on a menée sur l'orientation des filles dans les filières numériques et informatiques, et en particulier au lycée. Voilà. Je vois, il y a Alors, quelques questions que je vois dans le chat. ouais, il y en a une à laquelle je peux répondre directement. À partir de Oui. quel stade les opérations ne sont plus réversibles? Donc, je pense que là, on parle des parcours trans. Il faut se dire que toutes les opérations sont plus ou moins réversibles parce que, par exemple, ce qui est possible pour une personne qui adopte un parcours transféminin, donc passer plutôt vers plus de féminité, bah, si au final, au bout de 15-20 ans, on se rend compte que bah, ce n'est plus souhaitable et qu'on veut repasser à une présentation plus masculine, bah, les opérations qui ont été faites pour féminiser le corps, on peut avoir d'autres opérations qui sont faites pour le masculiniser, c'est-à-dire la prise hormonale, de nouvelles opérations chirurgicales, etc. Et c'est assez intéressant de le penser comme ça parce que du coup, à aucun moment, on se dit, bon, bah voilà, c'est irréversible. Bon, il y a la question effectivement de la préservation des cellules reproductrices, si avec un parcours hormonal prolongé, ça, c'est le risque de plus être en mesure de produire des cellules qui permettent de se reproduire. Mais bon, enfin, donc d'avoir des enfants, parce que se reproduire, c'est très voilà. Mais mais dans tous les cas, ça va être le seul risque. Autrement, tout ce qui est possible en termes de, chirurgie esthétique, de parcours hormonal et cetera, c'est possible de le faire aussi bien dans un sens que dans l'autre, donc pour toutes les personnes trans. Donc, il n'y a pas forcément de choses irréversibles, à ce sujet-là. Il y avait une personne aussi, je crois, qui, proposait de remettre la question juste sur les journées de visibilité. Donc ça, on a extrait le visuel, de notre Memento. Donc, vraiment n'hésitez pas à aller le consulter parce que vous retrouverez toutes ces informations et d'autres, donc, pour pouvoir justement, vous appuyer dessus. Je ne sais pas si autrement, Gaëlle, tu as vu d'autres questions? J'avoue, j'ai un peu du mal à suivre les 2. Il y avait des questions sur les formations qu'on propose et pourquoi uniquement en Île-de-France. Voilà, je l'ai dit au début, mais rapidement, en Île-de-France parce qu'on est un organisme associé de la région Île-de-France. Ça revient sur la question des moyens. On est financé très largement par la région Île-de-France.
Et malheureusement, il n'y a pas d'autres organismes du même type qui existent dans les autres régions. Donc voilà pourquoi on intervient uniquement en Île-de-France. On essaye et par ces webinaires, c'était aussi le but, hein, d'avoir des ressources qui soient accessibles de manière plus large. Voilà, dans un monde idéal, il y aurait d'autres centres qui s'appelleraient pas Hubertine Auclair, hein, peut-être qu'il y aurait le nom encore de d'autres féministes qu'on connaît peu ou pas dans l'histoire. Dans d'autres endroits en France, c'est notre souhait aussi, hein, qu'il y ait plus de moyens pour ça et qu'il y ait aussi plus de moyens au niveau de l'éducation nationale pour soutenir ces initiatives. Voilà. Euh, Sur la question des ressources, est-ce qu'on a des ressources spécifiques sur ces thèmes-là? Nous, au centre, pas encore. On espère pouvoir bientôt avoir des ressources plus spécifiques là-dessus, à part ce qu'il y a dans notre Memento. Pour les associations, je l'ai mis dans le chat, mais on va vous envoyer un lien qui est d'une carte qui a été faite par l'association Queer Éducation, qui est une association par et pour des personnels, notamment de l'éducation nationale queer, et qui a recensé des associations LGBT partout en France. Donc voilà, la carte, elle est toute récente, elle vient juste de sortir. Le but, c'est que vous puissiez dessus repérer des associations proches de chez vous. Et sinon, on vous recommande le site C'est comme ça de l'association SOS Homophobie. On vous enverra le lien, mais si vous tapez C'est comme ça, je crois que c'est .net ou .org, vous allez trouver qu'il y a un site spécifique qui est dédié aux jeunes LGBT ou en questionnement. Donc ça peut être une façon de rediriger des jeunes. Et puis la dernière redirection, moi, que je vous donnerai, c'est encore une fois le chat. Comment on s'aime de l'association En Avant Toutes, particulièrement si ce sont des jeunes qui vivent des violences, mais pas uniquement, enfin, qui se posent des questions sur voilà, leur sexualité, leur relation de couple ou pas de couple. Et sur le pins Queeray, on vous le renverra aussi. Il est sur Instagram. Donc, si vous cherchez Instagram et Facebook, je crois, si vous tapez Queeray, vous pourrez le retrouver. Et puis, on vous enverra tout ça dans le mail avec les ressources. Et quelqu'un mentionne que les liens ne fonctionnent plus suite au dernier webinaire. On va y travailler sur le nouveau site. Merci pour le retour. C'est noté. Je pense qu'on va pouvoir conclure tranquillement. Ouais. Merci à tous et tous, en tout cas, pour avoir participé. C'est toujours super de voir qu'il y a beaucoup de monde qui vient, qui participe activement aussi dans le chat. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire à Gaël et à moi, hein. Nos adresses mail sont juste ici. Merci beaucoup.